Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous des Carrefours de la Santé. C'est un rendez-vous qui existe depuis plus de 30 ans, figurez-vous. Un rendez-vous qui est vraiment un lieu d'échange entre des experts du CHU de Poitiers et le grand public. Un rendez-vous qui est co-organisé par le CHU et par l'Espace Mendès France, où on est ce soir. Et voilà, c'est un rendez-vous qui a, au fil des années, voilà, il y a eu de plus en plus d'interactions, des sujets toujours plus passionnants, des sujets toujours plus de la vie quotidienne, et des sujets avec de plus en plus de témoignages, comme vous allez le voir encore ce soir. Moi, je m'appelle Romain Mudrac, je suis journaliste, je suis médiateur, et je vais rester avec vous pendant 1 heure et demie, jusqu'à la fin, avec cette idée que voilà, vous pourrez poser vos questions, vous aussi. J'en ai quelques-unes, mais vous pourrez aussi vous poser des questions à nos intervenants de ce soir. Alors ce soir, c'est vrai que nous allons aborder un sujet, voilà, une zone du corps humain très importante pour notre vie quotidienne, mais qui est assez méconnue, qui est voire même carrément tabou, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est le périnée. Le périnée, voilà, où ça se situe, à quoi ça sert, quels sont les petits et les gros problèmes qui peuvent le concerner. On va aborder tout ça ce soir. Et puis, il y a aussi tout un tas d'idées reçues sur le périnée qu'on va tenter de briser, de lever ensemble ce soir. Alors, pour cela, nous accueillons deux professionnels de santé du CHU de Poitiers, professeur Anne-Cécile Pizzoferrato, gynécologue obstétricienne, et une sage-femme, Julia de Paris. Alors, toutes les deux, vous êtes très impliquées dans un programme d'information sur le sujet, à travers notamment le site périnéduc.fr. On en reparlera tout à l'heure. Pour vous donner l'ensemble du programme, et après je me tais, il y a aussi tout à l'heure le témoignage de Magali de Oliveira qui viendra raconter son parcours thérapeutique avec une idée centrale, c'est que les fuites urinaires ne sont pas une fatalité. On en reparlera. Et Justine Vernet, la présidente de Pop France, qu'on aura en visio tout à l'heure, qui est une association de lutte contre le prolapsus des organes pelviens. On y va, c'est parti. On va commencer par une petite série de questions pour vous. Et vous avez sur vos chaises des petits cartons verts et rouges, parce qu'on aime bien nous poser des questions, histoire d'instaurer un petit dialogue convivial ensemble et savoir un peu quel est l'état de vos connaissances sur le sujet. Et ensuite, Anne-Cécile Pizzoferrato et Julia de Paris rebondiront sur vos réponses. On commence tout de suite. Qui a la petite zapette d'ailleurs? Je ne sais pas, c'est vous. Vous voulez bien être en charge de la petite zapette? Voilà, on a une première question pour démarrer tout de suite sur le sujet. C'est est-ce que les troubles symptômes. C'est bien, c'est ça? Ah oui, si, c'est ça, bien sûr. J'ai sauté une partie. Alors, quels sont les symptômes en rapport à une mauvaise santé du périnée? Autrement dit, quand on a un ou une amie, parce que ça concerne les hommes et les femmes, quand on a un ou une amie qui vous dit que son périnée ne fonctionne pas bien, tout de suite, vous pensez là à quelles conséquences physiques? On n'a pas besoin du carton là, pour la première question, ça viendra très vite après. Mais est-ce que là, comme ça vous fait penser à quelque chose? Quand on a un problème au périnée, généralement, les fuites urinaires? Je crois que là, on est assez d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Comme quoi cette conférence va être très utile. Infection, j'entends ça derrière, effectivement. Une troisième possibilité? Comment? Vous êtes tellement nombreux qu'en fait. Très bien, ok. Et prolapsus, descente d'organes. Je crois que là, on est pas mal. Mais il en manque une et on va voir ça. Je vous laisse la parole, docteur Pizzoferrato, pour parler des symptômes. Bonsoir à tous, je suis vraiment très contente d'être là ce soir avec vous. Effectivement, nous, ça fait quelques temps maintenant qu'on
On essaye de faire de l'éducation, de l'information au grand public sur cette thématique. C'est vraiment une thématique taboue, effectivement. Tabou chez la femme qui vient d'accoucher, chez la femme ménopausée, peut-être encore plus tabou d'ailleurs chez la jeune fille, par exemple, ou le garçon jeune. C'est pour ça que c'est important que vous soyez là ce soir. Les âges sont quand même un petit peu variés. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de faire cette conférence ce soir. Peut-être ce soir d'avoir des contacts aussi avec certains, parce que notre objectif, c'est aussi d'aller faire de l'information, peut-être dans les collèges, peut-être dans les lycées, parce qu'en réalité, c'est très jeune qu'on doit être informé sur cette thématique. Et ah mince, oui. Bon. Je suis en train déjà de dire la suite. Bref. Et donc sur les symptômes, en réalité, vous avez cité essentiellement 2 grandes catégories de symptômes chez la femme, c'est-à-dire les symptômes au niveau urinaire et les symptômes au niveau gynécologique, au niveau génital. En réalité, vous le voyez sur cette diapositive, on a 3 grandes catégories de symptômes. Le premier, effectivement, les symptômes les plus fréquents quand on a un problème de périnée, ça va être les fuites urinaires. D'accord ? Donc voilà, je fais un effort, où j'ai une envie de faire pipi, j'arrive pas aux toilettes, pouf, il y a une fuite qui coule dans ma culotte. Et donc, bah oui, ça peut être gênant. Mais il y a d'autres aussi problématiques urinaires, comme les difficultés à vider la vessie. Ne pas réussir à bien vider sa vessie, effectivement, dans son quotidien, ça peut être à l'origine d'infections urinaires à répétition. Et ça fait partie des troubles du périnée. Ça, on le sait moins. Et ça peut nous impacter, nous, les uns et les autres, mais aussi peut-être les jeunes filles qui ont des infections urinaires à répétition. Voilà, c'est une problématique qui est quand même relativement fréquente. Les urgences urinaires, on est tranquille d'un seul coup, il faut pousser tout le monde pour aller aux toilettes. Évidemment, ça retentit sur la qualité de vie des femmes. Les envies fréquentes aussi de faire pipi. Quand on va faire pipi 15 fois par jour, évidemment, ça peut impacter sur son travail, sur sa vie sociale, etc. Et donc, on a la filière urinaire et tout derrière, on a la filière digestive. On peut avoir des problèmes de pipi, on peut avoir des problèmes de caca. Voilà. Et donc, au niveau de la filière digestive, ce sera essentiellement l'incontinence au sel. Donc, j'ai une fuite de sel, des traces de sel sur ma protection, dans ma culotte, etc. Ça, c'est évidemment gênant. L'incontinence au gaz est également liée éventuellement à des problèmes de périnée, on le verra tout à l'heure. Et alors, la grande ennemie du périnée, l'ennemi public numéro 1 en pelvipérinéologie, c'est la constipation. Il y aurait un mot écrit sur notre tête, c'est écrit constipation. Ce serait tagué ici, ce serait ce mot-là. Vraiment, le mot le plus important en fait à retenir de la soirée, c'est êtes-vous constipé ? On va voir un peu quelle est la définition tout à l'heure. Et est-ce que vous faites des choses pour le traiter ? Comment on peut aller en parler ? Parce qu'en réalité, quand on traite cette constipation, on peut améliorer les autres symptômes, les autres filières. Vous voyez, on parle de filières. Ça, c'est vraiment très méconnu parce que ça n'a pas été cité par le public, le côté de la constipation. Déjà digestif, ça n'a pas été cité, mais la constipation, pas du tout. Et la constipation, c'est fréquent chez l'enfant, c'est fréquent chez la femme, c'est fréquent chez l'homme, c'est fréquent chez tout le monde. Donc se poser la question de ça, c'est intéressant parce que oui, ça peut impacter sur le périnée. C'est un trouble du périnée qui peut impacter sur les autres troubles du périnée. Au niveau génital, oui, vous l'avez dit, on aura la descente des organes pelviens. Donc vous voyez, dans le pelvis, dans le petit bassin, on a 3 organes chez la femme, il y en a 2 chez l'homme, la vessie, le rectum, et donc chez la femme, l'utérus en plus. Chez l'homme, il n'y aura pas effectivement de descente des organes pelviens, puisque c'est la descente à travers le vagin. C'est le vagin, cette zone de fragilité au niveau du périnée pour la femme. Et donc, on peut avoir une descente à ce niveau-là. Chez l'homme, il peut y avoir des problèmes de descente d'organes aussi, mais ce sera le rectum qui pourra descendre à travers l'anus quand on a éventuellement de la constipation et des efforts de poussée défécatoire très, très importants. Et les dyspareunies, les douleurs lors des rapports sexuels, les douleurs au niveau du périnée, du petit bassin, ça aussi, c'est des troubles du périnée qui peuvent être pris en charge. Donc vous voyez, toute une catégorie de symptômes, des symptômes multiples qui sont d'ailleurs parfois liés les uns entre les autres. Et certains, en fait, on pensait peut-être pas avant ce soir que c'était des problèmes de périnée. Deuxième question. Là, on peut utiliser les petits cartons. Les troubles du périnée affectent essentiellement les femmes de plus de 60 ans. Qu'en pensez-vous ? Rouge, c'est faux. Vert, c'est vrai. Et si vous avez bien lu le thème de la soirée, je pense que vous saurez. Il n'y a pas de surprise. Je crois que tout le monde a compris. Ça a l'air faux. Quelles sont les explications à ça ?
Ça marche? Si, ça a l'air mieux. Ah bah non. C'est bon, vous m'entendez mieux? Super. Donc effectivement, les problèmes de périnée, ce n'est pas que des problèmes de personnes âgées. Et on entend souvent dans les idées reçues que c'est normal en vieillissant ou c'est normal pendant la grossesse. Eh bien non, c'est pas forcément normal en vieillissant, c'est pas forcément normal pendant la grossesse. Et cette idée reçue est un gros problème à la prévention puisque les gens ne vont pas forcément chercher du soin parce qu'ils pensent que finalement, ce sont des problématiques qui sont normales en vieillissant. On vous a mis ici les résultats d'une grande étude épidémiologique sur le thème de l'incontinence urinaire. Et on voit effectivement que la prévalence de l'incontinence urinaire, la fréquence de l'incontinence urinaire, effectivement, ça augmente avec l'âge. Plus l'âge avance, et effectivement, plus c'est fréquent. On voit aussi que la sévérité des symptômes a tendance à augmenter avec l'âge, puisque en gris, plus ça va vers le noir et plus les symptômes sont sévères. Mais ce qu'on voulait vous montrer sur ce graphique, et ce qui est de plus intéressant, c'est ici, on voit que la tranche d'âge des 20-24 ans sont également concernés à hauteur de 10%, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on voit que les 25-29 ans sont également concernés à hauteur de 15%. Donc oui, même les jeunes peuvent être impactés par ces problématiques. Et donc là, c'est une étude qui est sur l'incontinence urinaire, mais la cinétique qu'on peut voir sur ce graphique, elle est la même pour plein d'autres dysfonctions du plancher pelvien, comme l'incontinence anale, la descente d'organes. Ça existe chez les jeunes et la prévalence, elle augmente en vieillissant. Alors ça, c'est un graphique qui concerne surtout les femmes, mais ce n'est pas qu'un problème de femmes, puisque les hommes sont également concernés. Plus souvent, l'âge avançant pour les hommes, puisqu'on considère que 3 à 5% des hommes sont concernés autour de 40 ans. Ce chiffre augmente à 10% autour de 60 ans et on est à 30% après 90 ans pour les fuites urinaires. Ensuite, il y a la problématique du sport également. On constate qu'il y a des gens qui ne sont pas symptomatiques dans leur quotidien, mais dans la pratique sportive vont rencontrer des symptômes. Et dans certaines disciplines sportives, c'est très, très, très fréquent, comme par exemple la gymnastique, le trampoline, ou certains sports collectifs où il va y avoir des impacts. Ce sont les sports où il va y avoir beaucoup de réception et d'impulsion. On va générer beaucoup de force et de pression sur son plancher pelvien, et donc des symptômes vont apparaître. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de collaborer avec plusieurs clubs de gymnastique, et notamment le CEP Poitiers Gym, et on a fait passer un questionnaire, on a pu interroger plus de 300 gymnastes. Elles avaient 20 ans en moyenne. Et 72% des jeunes filles interrogées avaient ressenti déjà des fuites urinaires pendant leur pratique gymnique. Donc voilà, elles étaient jeunes, elles avaient 20 ans en moyenne, donc même dès 14 ans, certaines avaient déjà eu, pendant cette pratique sportive, l'occasion de ressentir ce type de symptômes. Ça, elles ne comprennent pas, elles se pensent pas normales et peut-être même ça les empêche de pratiquer à haut niveau, quoi. Alors effectivement, certains sports vont générer beaucoup de symptômes parce qu'il y a des pressions importantes. Maintenant, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'essayer de dédramatiser aussi. Ces symptômes, ils arrivent que pendant la pratique et peut-être que les efforts générés pendant cette pratique sont vraiment trop importants pour le périnée. Et ce qui est dommage, c'est que certains sports vont devenir, pour elles, trop contraignants. Si j'ai des fuites systématiques pendant la pratique, je vais m'arrêter. Et quand on connaît les bénéfices de l'activité sportive pour la santé, c'est vraiment dommage de s'arrêter à pratiquer une activité sportive qui nous plaît parce qu'on a des problèmes de périnée. La question à se poser, c'est plutôt de comment je peux adapter, comment je peux travailler. Est-ce qu'au moment où mon plancher pelvien me donne ces symptômes, est-ce que c'est pas le moment de m'arrêter et de réfléchir aussi, on verra, à plein d'autres choses pour limiter les symptômes dans le quotidien. Donc notre message ce soir, c'est de surtout, n'arrêtez pas de faire du sport, il y a trop de bénéfices pour la santé. Mais si certains sont gênés, c'est l'occasion peut-être de consulter pour réfléchir comment on peut aménager cette pratique sportive. Et la constipation, Anne-Cécile vous en a parlé, notre ennemie public numéro 1, on va vous en reparler tout à l'heure, mais c'est une femme sur 4, 25% des femmes, 15% chez les hommes, un petit peu moins, mais c'est aussi 10% chez les enfants. C'est pour ça que l'intitulé de la conférence était « Tous concernés ». La constipation, c'est un vrai problème pour le périnée, puisque les efforts de poussée que l'on va faire quand on a une constipation chronique, c'est tous les jours quasiment, on va faire des efforts de poussée répétés sur son plancher pelvien, et ça peut étirer les ligaments, étirer les muscles et provoquer un relâchement du périnée. Donc voilà pour la fréquence. Merci beaucoup. Et puis c'est encore moins le retentissement. On enchaîne. On enchaîne. Donc c'est fréquent. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas mortel. On ne meurt pas de ses fuites urinaires ou de son incontinence au gaz. Par contre, c'est extrêmement invalidant. Ça a un retentissement énorme sur la qualité de vie, la santé mentale et l'estime de soi. Donc les répercussions sont nombreuses. C'est un facteur d'arrêt de l'activité physique, c'est ce qu'on vient de dire. Ça peut être aussi une altération de la santé sexuelle et de la satisfaction sexuelle.
C'est un facteur d'isolement et de dépression. Il y a plusieurs études qui ont montré un lien clair entre fuite urinaire et dépression. Chez les personnes âgées, ça peut être un facteur de risque de chute. Et les chutes peuvent entraîner d'autres blessures qui vont entraîner une perte d'autonomie parce qu'on va se précipiter, on a du mal à retenir ses urines, on va se précipiter aux toilettes et ça peut être facteur de risque de chute. Et c'est aussi quand on va 15 fois faire pipi dans la journée ou qu'on a du mal à retenir ses urines ou ses selles, et fortement on va adopter toute une stratégie d'adaptation. On va aller faire les courses en repérant les toilettes, on va pas trop s'éloigner. Et puis si j'ai eu une incontinence au gaz pendant mes 2 cours de yoga, mais à la 3e séance je vais pas retourner au cours de yoga parce que j'aurais trop honte de ce qui s'est passé. Donc tout ça entraîne une charge mentale très importante et un isolement, alors que des solutions peuvent être proposées et existent. Mais c'est fou comme on peut organiser sa vie autour de ça. Hein. C'est fou. Hein. Bon, voilà, maintenant on a vu concrètement, effectivement, les petits et les gros problèmes, ce que les gens vivent, ce que les gens concernés peuvent vivre au quotidien. Maintenant, on va revenir à la base aussi. Le périnée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, le périnée? Vous avez des idées? Allez-y. Oui, à soutenir un certain nombre d'organes. Est-ce que vous avez d'autres idées? Sinon, on enchaîne. C'est un muscle. Je le note. Effectivement, ça sert dans un certain nombre. Oui. C'est vous, Madame de Paris, ou c'est Docteur Pizzoferrato? Ça sert à tout ça, le périnée. C'est ça sert à plein de choses en fait. Le périnée, ça soutient les organes pelviens, évidemment. Enfin, elle va vous le montrer tout à l'heure, effectivement. Hein, c'est ce qui tapisse le fond de notre bassin. Et donc, sans notre périnée, hein, nos organes, hein, ils tombent par terre. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, le périnée, ça soutient nos organes. Mais ça sert aussi, il y a eu quelques propositions, effectivement, ça sert aussi à la sexualité, en effet. Hein, chez la femme, un périnée qui n'est pas bien détendu, par exemple, hein, ça va occasionner des douleurs au moment des rapports, par exemple, et empêcher les rapports. On l'a entendu tout à l'heure, les périnées qui sont un petit peu trop toniques chez l'homme, ces facteurs d'éjaculation précoce aussi, de douleurs au niveau du périnée chez la femme et chez l'homme. Donc ça intervient quand même dans des fonctions qui sont importantes. Une autre fonction importante, c'est la continence. Effectivement, vous allez le voir, notre périnée peut nous aider à renforcer nos sphincters pour réussir à aller aux toilettes en temps voulu, hein, pour réussir à se retenir. Sauf qu'il faut savoir effectivement comment il fonctionne, il faut savoir à quel moment on peut l'actionner, puisqu'on peut l'actionner volontairement, son périnée. Il faut savoir à quel moment on peut l'actionner pour favoriser cette continence et pas en avoir un peu partout sur le pantalon avant d'arriver aux toilettes. Lors de la miction aussi, c'est important d'avoir conscience qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, et de la défécation, qu'il faut que le périnée soit détendu. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure. La détente périnéale est un des premiers éléments de la miction. La miction, l'action de faire pipi, commence par la détente du périnée. Ce n'est pas la contraction de la vessie qui va commencer à faire pipi. La première étape de la miction, c'est détendre son périnée. Chez l'homme, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, les hommes, ils peuvent uriner debout. Mais chez les hommes qui auront des difficultés à vider leur vessie, justement, on leur dira « asseyez-vous » pour détendre votre périnée et favoriser la miction. C'est vraiment hyper important. Pour la défécation, oui, il faut être détendu du bas pour que les choses, que les selles, elles passent. Et donc, il faut être bien détendu et que le périnée laisse passer les selles. Une chose qu'on sait moins, effectivement, on l'a entendu un petit peu, c'est que ça agit en synergie, effectivement, avec le diaphragme, ça agit en synergie avec d'autres muscles, et donc ça va participer à maintenir notre posture. En fait, on peut travailler sur l'ensemble, sur le périnée, et les muscles qui travaillent en synergie avec le périnée, ça va participer à améliorer notre posture, ça va limiter éventuellement, par exemple, les douleurs au niveau lombaire. Donc voilà, tout ça, c'est des fonctions qui sont importantes. Effectivement, posture, sexualité, défécation, en général, c'est des choses qui sont moins connues et que vous n'avez pas dites, du coup, sur les questions. Une partie des douleurs lombaires, qui est le mal du siècle, un peu, là, c'est dû au périnée, finalement. Pas que.
Pas que, mais on sait que des problèmes de périnée, un périnée mal équilibré avec les autres muscles qui vont entourer le caisson abdominal, on va en reparler, ça peut participer effectivement à favoriser ces douleurs au niveau lombaire. Ça participe à la posture, à la stabilisation lombo-pelvienne. Hein, voilà. Donc oui, c'est important d'avoir conscience de ça. Et c'est vrai qu'en rééducation, du coup, c'est aussi intéressant de travailler sur ça, sur cette synergie, on va en reparler encore, des différents muscles qui agissent avec le périnée pour stabiliser le tronc. Très bien. Julia, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, donc on va rentrer un peu plus dans les détails sur qu'est-ce que le périnée, donc qui est caché et un peu sous-estimé dans toutes ses fonctions. On a vu qu'il y a plein de fonctions à ce périnée. Donc finalement, on dit le périnée, ou le plancher pelvien pour les puristes en anatomie. Mais finalement, c'est plus complexe que ça. C'est un ensemble de muscles. C'est un complexe musculaire. C'est plusieurs muscles entrelacés, entrecroisés les uns sur les autres et qui viennent tapisser. Genre Anne-Cécile, oui, comme tu veux, qui viennent tapisser la totalité du fond du bassin. D'accord ? C'est vraiment le plancher de notre maison corps humain. Et donc, si on regarde attentivement, ce périnée, il part vraiment du pubis à l'avant. C'est l'os qu'on a ici, là, juste à l'avant, et il va jusqu'au coccyx. D'accord ? Donc, qui est là, ça, sur nous, c'est là. Voilà, c'est ça, qui s'arrête. C'est vraiment le bout de notre colonne vertébrale. Et on comprend bien, si vous mettez d'ailleurs vos mains un petit peu comme ça, vous aurez à peu près la surface et l'étendue de votre périnée. Et on voit bien que comme il s'accroche sur le coccyx à l'arrière, on comprend bien pourquoi il intervient dans la posture. Et notamment, si on a après une chute, on a un coccyx luxé ou un problème au niveau du coccyx, eh bien, ça va tirer sur le périnée. Et donc, on peut avoir des douleurs pelviennes ou des douleurs ou un périnée abîmé peut retentir effectivement sur la colonne vertébrale. Tout ça est forcément lié puisque ces muscles vont s'insérer sur le bassin. Ce qu'on voulait vous montrer, ce qu'il est très important de comprendre pour la suite, c'est... Ah non, pardon, c'était pas le bon bouton, c'est celui-ci. Donc on a dit que notre plancher pelvien, il part du pubis, il va ici jusqu'au coccyx, donc il tapisse la totalité du fond du bassin, mais il a une particularité anatomique extrêmement intéressante, c'est que c'est un des seuls muscles du corps humain qui est traversé par 3 tuyaux. Donc il est traversé à l'avant par l'urètre, le tuyau pour évacuer les urines, il est traversé au milieu par le vagin chez la femme et à l'arrière par le rectum. Et chez l'homme, bien sûr, il est traversé seulement par 2 tuyaux puisqu'il n'y a pas le vagin au milieu. Et donc, ces 3 orifices fait que ces muscles sont c'est un peu un gruyère. Hein. À la fois, on lui demande d'être suffisamment solide pour supporter le poids de nos organes, et en même temps, on l'a affaibli par différents orifices. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez subtil. Il doit être suffisamment tonique pour supporter supporter le poids des organes, mais aussi suffisamment souple pour permettre les rapports et pour permettre l'accouchement. Et donc, si ce plancher pelvien, il est abîmé, par exemple au cours d'un accouchement, ou s'il est relâché, ou s'il est encore hypertonique, eh bien, c'est à travers tous ces orifices, à travers le tuyau urinaire, le vagin ou le rectum, que vont s'exprimer les symptômes. C'est pour ça que on peut avoir des fuites urinaires, des fuites de sel, des fuites de gaz, ou une sensation de pesanteur ou de boule au niveau du vagin. Donc maintenant que vous situez mieux, que vous avez un peu mieux compris l'importance et l'étendue du plancher pelvien, du périnée, il est important de comprendre aussi quels sont les copains du périnée. Comme il intervient dans la posture, il ne joue pas tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous expliquer la notion de caisson abdominal. Donc en bas, vous avez reconnu très certainement, enfin j'espère, le buste de profil d'une femme. Vous avez en arrière la colonne vertébrale, en bas ici le sacrum et ici le coccyx. En avant, c'est l'os du sternum, et en bas, le petit os ici, le fameux pubis dont on vous a parlé. Eh bien, on voit bien que le plancher pelvien vient fermer en bas le caisson abdominal. En arrière, on a la colonne vertébrale. En haut, on a le diaphragme, qui est le muscle de la respiration. Et en avant, nous avons les abdominaux. Et tout ça forme ce qu'on appelle le caisson abdominal. Et à l'intérieur de ce caisson abdominal, il y a une pression qui est constante. C'est pour ça qu'on vous a mis un plus ici. Quand on inspire, quand on respire, effectivement, il y a l'air qui va rentrer dans nos poumons. Nos poumons vont se gonfler, les poumons vont donc s'agrandir, et le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, à l'inspiration, va s'abaisser. Et vous allez certainement remarquer que quand vous inspirez, vous avez aussi le ventre qui gonfle. C'est-à-dire que quand votre muscle diaphragmatique s'abaisse, et vous avez les abdominaux qui ressortent, ce qui fait que la place qu'on va perdre ici, on va la gagner ici. Et donc la pression va donc rester constante dans notre caisson abdominal. Quand on va expirer, le muscle diaphragmatique va remonter, les abdominaux
vont se re-rentrer et la pression va rester constante. Et maintenant, si j'inspire de l'air, c'est-à-dire que je fais baisser mon diaphragme vers le bas, et qu'en même temps, je vais réaliser un effort, c'est-à-dire que je vais contracter mes abdominaux, et bien cette fois-ci, mes abdominaux vont se contracter, ils vont se rentrer à un moment donné où mes poumons seront remplis d'air, et donc la pression ici va augmenter. Et comme sous l'effet de la gravité, on est des animaux bipèdes, donc les pressions vont aller vers le bas. Et qu'est-ce qu'on a en bas ? On a notre plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est vraiment l'amortisseur des pressions. À chaque fois qu'il y a un changement de pression ici au niveau du caisson abdominal, eh bien on a le périnée qui va bouger avec le diaphragme. Et plus on va faire de pression importante sur le périnée, et plus on a de risque de l'affaiblir. Alors on est obligé d'en faire de par nos mouvements du quotidien, mais si le premier conseil qu'on peut vous donner, si vous voulez limiter les hyperpressions abdominales, déjà c'est de réaliser des efforts non en apnée mais en soufflant. Par exemple, quand vous allez soulever le pack d'eau, quand vous allez soulever la caisse de bricolage ou alors le cosy après l'accouchement avec le bébé à l'intérieur, eh bien déjà faites-le plutôt en soufflant plutôt qu'en bloquant l'air, puisque ça fera déjà un petit peu moins de pression sur votre plancher pelvien. La même chose, c'est pour ça que la posture est très importante, parce que quand on est voûté et complètement avachi, déjà naturellement, ou quand on se tient assis complètement voûté sur son siège, on exerce, on augmente la pression intra-abdominale et on fait une pression constante sur le périnée. Donc à ce moment-là, c'est là où tout le monde se redresse un peu sur sa chaise et prend conscience que on se tient droit là, on se tient droit. Exactement. Donc déjà, c'est de s'interroger de comment on peut limiter ces pressions intra-abdominales et déjà en faire un petit peu moins dans son quotidien, en se tenant droit, en soufflant lors de ports de charge lourde. Et déjà, il y a certaines femmes ou hommes qui peuvent avoir des symptômes à l'effort, c'est-à-dire que les fuites urinaires, elles vont être présentes qu'au moment, justement, ils vont tousser, éternuer, rire ou soulever une charge. Et bien pourquoi ? Tout simplement parce que la pression intra-abdominale qu'il va y avoir ici va être supérieure à ce que le périnée est capable de supporter. Donc déjà, ces femmes-là, quand on leur explique que déjà si on souffle, on se tient droite, ou quand au moment où je vais éternuer, je vais essayer de contracter mon périnée, il y a déjà quelques fuites qui vont disparaître. Donc ça, c'est pour le plancher pelvien amortisseur de nos pressions. Et maintenant, on va moins s'intéresser aux muscles, mais on va s'intéresser aux organes. Alors cette fois-ci, il va falloir essayer de reconnaître, on a de nouveau notre sacrum ici, avec en bas le coccyx, l'os du pubis en avant, mais cette fois-ci, on n'a représenté que les organes pelviens, c'est-à-dire en avant la vessie, en arrière, là, c'est le vagin ici qui part en arrière, l'utérus, et ici, le rectum avec l'anus ici. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que c'est pas comme dans les livres d'anatomie ou de biologie qu'on a appris où on voyait un utérus bien droit, des trompes et des ovaires qui sont comme ça en lévitation. Eh bien non, la femme, elle n'est pas vraiment faite comme ça. Les organes, ils sont empilés les uns sur les autres. C'est-à-dire que le rectum est empilé sur l'utérus qui lui-même est empilé sur la vessie. Et donc cette cohabitation, elle est importante à comprendre parce que là, on comprend bien que si j'ai une constipation, par exemple, c'est-à-dire que si le rectum est rempli de sel ici, eh bien, il va venir appuyer sur l'utérus, qui lui-même va venir appuyer sur la vessie. Et si mon plancher pelvien il est un petit peu abîmé, eh bien, à cause de ma constipation, je vais avoir des fuites urinaires. Donc cet empilement des organes, il est important à comprendre parce que quand les femmes elles viennent vous voir en consultation, elles vous disent ben voilà, moi je viens vous voir parce que j'ai des fuites urinaires et nous on leur pose tout de suite des questions sur la constipation. Non mais là je viens vous voir pour des fuites urinaires, ma constipation ça va ? Non mais parce que moi ce qui m'intéresse c'est si je traite là, je vais régler là. Donc c'est pour ça qu'en pelvipérinéologie parfois, c'est pas parce qu'on a un symptôme ici qu'on va pas prendre en charge là ou inversement. Par exemple l'utérus. Il y a des fois des femmes qui ont des utérus un peu volumineux ou des fibromes, par exemple, sur l'utérus. Et là, si on a un gros fibrome qui vient appuyer sur la vessie, eh bien, ça peut aussi générer parfois des fuites urinaires. D'accord ? Donc cet empilement, il est important à comprendre. Ensuite, on vous a mis des petits pointillés. Là, on voit bien qu'il y a des angles aussi. Ces organes, ils sont un petit peu biscornus, ils ne sont pas tout droits. Mais ça, c'est aussi une adaptation, l'évolution du corps humain, parce que justement, ces angles, ils permettent de favoriser la continence. Si les organes étaient tout droits, bien alignés, eh bien, ça tomberait, ce serait plus difficile. Si on avait notre utérus qui était bien aligné en hauteur en face de notre vagin, il aurait plutôt tendance à descendre. Là, cet empilement et ces angles fait que déjà la statique de ces organes, elle est un peu mieux respectée. Et ces angles, ils ne sont pas là par hasard. Donc on voit bien que là, le tuyau pour évacuer les urines, l'urètre, il fait un angle légèrement avec le corps de la vessie. Le vagin, ce n'est pas quelque chose de tout droit. Le début du vagin, on voit qu'après, le vagin il part en arrière. Il y a un angle également, et également pour le rectum. Et on comprend bien aussi. Là, normalement, il y a un des muscles du périnée qui vient faire un petit lasso et qui fait un angle ici. Et donc, on comprend bien que si le périnée n'est pas détendu, cet angle il va persister. Et donc, le tuyau, il ne va pas être bien aligné. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. La nature est bien faite, quand même.
Là, on va reparler justement de posture et périnée. Effectivement, donc elle vous a parlé du caisson abdominal et de la synergie, hein, notamment entre le diaphragme ici et le périnée ici. Des abdominaux et en particulier le transverse abdominal. Le transverse abdominal, c'est le muscle le plus profond de nos abdominaux. Quand on fait des crunchs comme ça, c'est pas forcément son transverse abdominal qu'on va travailler, mais par contre, c'est le muscle qui est important de travailler justement parce qu'on sait que quand on va contracter son transverse abdominal, le périnée aussi, ça peut aider le périnée, ça diminue la pression sur le périnée, ça fait même un peu remonter le périnée. Donc en rééducation aussi, en prise en charge, on aime bien faire travailler ce transverse abdominal pour justement alléger les pressions au niveau du périnée. Donc faire de la rééducation du périnée en travaillant que sur le périnée, finalement, c'est travailler que sur une partie des possibilités de la prise en charge. Et à l'arrière, vous voyez, on les voit bien ici, on a des multifilms et tout ça donc, doit être en synergie, doivent être équilibrés pour que la pression à l'intérieur du caisson abdominal soit constante, pour bien se tenir droit et éviter, limiter les douleurs dorso-lombaires. C'est vraiment important hein, de comprendre ça de manière plus globale et de... Voilà. Il faut travailler tout ça quand on est en rééducation périnéale. Et ici, c'était juste pour vous montrer, on va lancer des vidéos. Donc, vous avez reconnu, c'est Julien. Hein. Vous allez voir que justement, périnée transverse, hein, cette synergie entre ces deux muscles-là, permet la stabilisation justement quand on est en déséquilibre. C'est pour ça que certains kinés travaillent aussi sur le déséquilibre, sur la posture, parce que ça peut faire travailler aussi le périnée. Donc tu vas peut-être pouvoir lancer la vidéo. Donc Julia, elle est sur une jambe et là, elle n'a rien de contracté. Là, elle est tranquille, tout ça, machin. Et là, elle n'est pas très équilibrée. A priori, hein, ça tangue un peu. Hein. Elle n'avait ni contracté son périnée, ni contracté son transverse. Et on va voir là, elle va justement engager son périnée. On va voir comment on fait pour contracter, pour engager son périnée. Et elle va rentrer le bas du ventre pour engager son muscle transverse. Et on va voir sur la vidéo, elle ne bouge plus. Vous voyez, donc là, c'est quand même assez parlant hein, et ça montre bien l'importance de travailler ça hein, parce que ça stabilise vraiment hein, de travailler hein, sur cette synergie entre le périnée et le transverse. Et donc, du coup, quand on est notamment en atelier d'éducation, d'information chez la sportive, on leur dira c'est intéressant de travailler sur votre transverse hein, parce que voilà, ça stabilise aussi hein, le tronc, ça stabilise la colonne et donc ça permet de limiter les douleurs au moment de la pratique sportive. Hein, vous l'avez vu, donc il y a marqué un plancher pelvien chroniquement tendu ou faible, peut-être à la base de douleurs dans les lombaires et ou les hanches. En fait, l'un peut retentir sur l'autre et lui peut retentir sur l'autre. Voilà, donc c'est une prise en charge globale et on ne peut pas juste faire contracter le périnée, madame, ça ira mieux juste avec ça. Ça, c'est moi aussi. Donc là, c'est pour vous montrer aussi. Hein, ça fait des petites images avec notre bassin qui est là, ou presque le même. En fait, c'est de dire aussi que les femmes qui sont trop cambrées comme ça, elles peuvent avoir justement plus de problèmes de périnée, de fuite urinaire, parce que justement, les pressions vont aller au bon endroit. C'est-à-dire que normalement, quand on est en position neutre, quand on est bien droit comme ça, l'ensemble des pressions qui sont à l'intérieur de la cavité abdominale vont aller vers l'arrière. Vers l'arrière, il y a quoi? Vers l'arrière, il y a l'anus, d'accord? Et on voit bien d'ailleurs hein, que le périnée, l'ensemble du périnée, il y a plus de masse musculaire à l'arrière qu'à l'avant. Donc on va le voir tout à l'heure. Retenir l'envie de faire pipi, c'est peut-être pas la consigne la plus efficace pour engager son périnée. Ah mince, bon, tant pis. Bref, et donc, ils auront oublié. Voilà, donc il y a plus de masse musculaire en arrière, et donc si ça va vers l'arrière, du coup, il y aura moins de risques qu'il y ait de problématiques du périnée. Alors que si on est trop cambré, alors que si on est trop vers l'avant, les pressions, en fait, elles vont aller où? Elles vont aller au niveau de la vulve, au niveau de la zone de tous les dangers chez la femme, là où il n'y a pas de sphincter. Vous l'avez vu, on a un sphincter au niveau anal, on a un sphincter au niveau urinaire.
pas de sphincter au niveau vaginal. C'est là que vont s'exprimer la descente d'organes et les fuites urinaires qui sont pas loin. Donc travailler aussi sur la rétroversion du bassin, sur la posture, c'est aussi un élément intéressant en rééducation périnéale. Et alors, effectivement, les femmes qui portent très régulièrement des talons hauts, elles peuvent avoir plus de risques de fuite urinaire. C'est aussi parce que ça va déstabiliser et perturber la cambrure naturelle du bassin. Et on a fait des ateliers à l'Opéra Garnier, donc à Paris. Et donc les danseuses de l'opéra, du ballet de l'Opéra Garnier, elles sont sur des pointes. Elles ont des fuites urinaires, mais pas tant que ça. Elles en ont moins que les filles du Crazy Horse, par exemple, avec qui aussi on a un peu travaillé parce qu'elles sont tout le temps, en fait, comme ça, sur les talons. Donc il y a l'impact, plus la déstabilisation, plus le bassin qui est pas bon. Et ben voilà, c'est des choses aussi qui sont travaillées en rééducation. Donc vous voyez, toute cette globalité à prendre en compte quand on a une problématique de périnée. Et donc des choses à faire pour essayer d'éviter de protéger son périnée dans son quotidien. Merci beaucoup. On reviendra sur cette histoire de Crazy Horse là, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous faites avec cette équipe. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, on met des mots sur les choses là avec vous, et c'est vraiment très bien expliqué. Merci beaucoup de cet effort de vulgarisation, c'est chouette. Et là, on va aborder deux témoignages. Alors, témoignages de patients. Là, en ligne, normalement, nous avons Justine Vernet. Justine Vernet, elle est présidente de l'association Pop France. L'association Pop France, Pop pour prolapsus des organes pelviens. Descente d'organes. Alors ouais, c'est une association toute récente, mars 2024. La descente d'organes, c'est vraiment un affaiblissement des muscles et tissus qui tiennent les organes en place. Et on va en parler avec elle. Bonjour, bonsoir Justine. Déjà, bonjour et merci de me donner ce temps de parole. Alors moi, ça m'est arrivé suite à la naissance traumatisante de mon fils aîné. Donc c'est suite à un accouchement. Et donc suite à ça, j'ai bien senti que quelque chose... Alors je ne vous vois plus cette fois. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ok. Et suite à ça, j'ai bien senti qu'il y avait un problème, que quelque chose n'allait pas. Et je ne connaissais pas du tout le prolapsus. À force de recherche, je pense que j'ai commencé par m'auto-diagnostiquer et ensuite à commencer une espèce d'errance médicale, avant d'être, entendue et prise au sérieux. Et pendant toute cette errance, j'étais intimement convaincue que j'étais seule à vivre ça, que ça n'arrivait à aucune autre femme, en tout cas en jeune, parce que, un des discours qui m'a été tenu a été, «Vous avez 32 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous?» Et donc, c'est suite à, tout ça, toute cette errance médicale, cette souffrance parce que comme l'ont dit très justement, Julia et Anne-Cécile, un des retentissements majeurs du prolapsus, donc qui est une descente d'organes, ce qu'on appelle plus vulgairement une descente d'organes, c'est, vraiment l'impact psychologique qu'il va avoir sur, les femmes. Et donc suite à tout ça et me rendant compte que j'étais très, très loin d'être la seule à vivre cette situation, quand j'ai été contactée, pour me dire qu'il n'existait à l'heure actuelle aucune association de patientes sur le sujet, alors qu'on connaissait l'intérêt et la force que pouvait avoir, une association de patients dans la levée des tabous et l'avancée, de la prise en charge de certaines pathologies. J'ai évidemment, foncé dans cette voie. Ouais. Alors, les objectifs principaux, il y en a essentiellement 3. La première, ça va être effectivement, la levée du tabou parce que c'est une pathologie à partir du moment où elle touche, vraiment, à la féminité, à l'intimité. Elle est encore extrêmement taboue malgré sa prévalence dans la société qui est quand même très importante. Donc le premier objectif va être effectivement la levée du tabou. Le deuxième objectif, au même titre que le font très justement, Julia et Anne-Cécile, ça va être effectivement, la prévention, en parler en fait et la prise en charge, principalement la prise en charge et la troisième mission va être, de sortir de l'isolement toutes les femmes qui en souffrent afin, notamment qu'elles n'aient plus honte d'aller consulter et de rentrer dans un système de prise en charge, qui va leur être adapté. Oui.
En quelques mots, elles vont se diviser en 2 grandes catégories principalement. Donc on va parler de mesures conservatrices dans un premier temps, qui vont être d'ailleurs, les options thérapeutiques de première intention avec une prise en charge, en rééducation, abdominopelvienne. Comme ça a été, déjà, très bien dit, effectivement, on va parler de rééducation du périnée, mais pas seulement parce que finalement, comme vous avez pu le voir, uniquement rééduquer son périnée et je dirais même plus éduquer son périnée, tout simplement parce que finalement, on ne s'en rend compte souvent trop tard. Ça va être, effectivement de prendre en charge et d'éduquer sa sangle abdominale pour, apprendre à se tenir correctement, à gérer ses pressions intra-abdominales. Ça va être la mise en place de mesures hygiéno-diététiques avec, le maître mot, mon maître mot qui est exactement le même qu'Anne-Cécile, par pitié, pas de constipation. Voilà, donc ça va être, les 2 grandes, catégories. Vous rééduquez, et vous n'êtes pas constipé. Et après, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un PCR, qui est un dispositif médical que l'on place en intravaginal. Il en existe plein de formes, plein de tailles différentes, pour essayer de trouver, au maximum celui qui peut correspondre à chaque femme, même si c'est pas une chose toujours aisée et que malheureusement, même si beaucoup de femmes vont trouver un PCR qui leur convienne, ce ne sera pas le cas pour toutes. Mais le principe va quand même être, un peu vulgairement, de remettre dans une position un peu plus physiologique vos organes pour vous permettre de, dans le meilleur des cas, supprimer vos symptômes et ou en tout cas de les diminuer pour vous permettre, de retrouver en qualité de vie et de pouvoir, exercer les activités physiques qui vous plaisent. Voilà, avec tout ça, normalement, vous avez déjà, une grande aide en tout cas, sur l'amélioration de votre qualité de vie et si vraiment, tout ça ne convient pas, en dernière intention, il existe bien sûr l'option thérapeutique qui va être, la chirurgie. Non, c'était déjà très complet, effectivement. Les PCR peuvent être proposés. Les PCR peuvent être proposés par un gynécologue, par une sage-femme, par un kiné et par le médecin traitant. Il y en a certains qui sont formés. On se forme et on forme de plus en plus les médecins à l'utilisation du PCR. Effectivement, c'est recommandé en première intention. Et donc ce dispositif qu'on va mettre dans le vagin pour remonter les organes peuvent tout à fait être combinés à la rééducation du périnée. Mais effectivement, comme disait Justine, une fois qu'on a essayé toutes ces méthodes-là, qu'elles ne sont pas suffisantes, on peut effectivement avoir recours à la chirurgie. On essaiera de la différer le plus possible, si c'est possible. L'objectif étant d'améliorer la qualité de vie des femmes. C'est vrai qu'on ne vous a pas vraiment expliqué, mais les organes qui peuvent descendre chez la femme, c'est la vessie, le rectum ou aussi l'utérus. Et si le périnée il est trop relâché ou si les systèmes de suspension des organes, les ligaments sont étirés ou abîmés, eh bien les organes effectivement peuvent s'affaisser. On a vu qu'ils étaient bien empilés, bien rangés tout à l'heure. Eh bien ils peuvent s'affaisser. La vessie peut s'affaisser, le rectum aussi. Et c'est comme chez la femme, c'est le vagin qui n'a pas de sphincter. C'est par le vagin que les femmes vont sentir une symptôme de pesanteur, de lourdeur ou carrément d'une sensation de corps étranger ou de boule au niveau du vagin. Après, je pense qu'il est important de rajouter que pour éviter que toute femme panique, c'est que, beaucoup de femmes vont avoir d'un prolapsus au cours de leur vie, mais toutes ne seront pas symptomatiques. Le prolapsus, il devient handicapant et à mon sens, il est un vrai handicap, mais dès lors qu'il est symptomatique. Si vous avez un prolapsus et qu'il n'est pas symptomatique, il est très important effectivement dans tous les cas de prendre soin de votre périnée, mais on ne va pas s'attarder sur, à quel point descendent vos organes à ce moment-là. Ce qui est important dans le traitement du prolapsus, c'est de s'attarder sur, la symptomatologie et l'impact sur la qualité de vie des femmes plus qu'à quel point vos organes descendent. Justine, avec votre association, vous envisagez aussi la création de groupes de parole. Ça se fera dans un second temps. Et en attendant, vous animez un compte sur Instagram avec des conseils et des anecdotes de vie. Un compte qui se trouve sur Justine_popmom. Exactement. En fait, je me suis rendu compte et au fur et à mesure des interviews, que j'ai pu, donner que, avec l'association, on pouvait faire plein de choses et c'était super.
notamment auprès des professionnels de santé et on a une chance assez extraordinaire. D'abord, je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même important de le préciser, de travailler avec un comité scientifique qui est top et dont font partie, Anne-Cécile et Julia. Non, mais c'est chouette et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses aussi, c'est en travaillant main dans la main, soignants et patients, parce que je pense que l'un sans l'autre, on ne peut pas avancer de la même manière. Mais effectivement, la demande qui a été beaucoup faite et qui m'a été beaucoup faite, surtout quand on recevait des messages sur, l'adresse mail de l'association, c'est de pouvoir s'identifier à quelqu'un et ce qu'on ne peut pas faire à travers une association. Donc j'ai créé ce compte Instagram à côté où, je partage, mes trucs et astuces, mais encore une fois qui me sont propres et qui fonctionnent pour moi, pour permettre aux femmes et essentiellement aux femmes jeunes, aux jeunes mamans, heu de voir qu'elles sont pas seules, en fait, pour essayer de leur montrer ce que moi j'aurais aimé trouver, quand ça m'est arrivé, qu'elles sont pas seules et qu'elles vont quand même, avoir une très belle vie, épanouie, qu'elles vont aimer leurs enfants de la même façon et que ce seront des super mamans, quoi qu'il arrive avec ce petit truc en plus, qu'elles devront apprendre à gérer. Alors, tant que vous êtes en ligne et tant que on vous a à l'image, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle, peut-être, qui s'intéresseraient à ce sujet-là en particulier Je viens vers vous. C'est juste la question, je n'ai pas compris l'intitulé de votre compte Instagram, donc je ne le vois pas. Alors mon compte Instagram, c'est Justine-pop pour prolapsus des organes pelviens, comme le nom de l'association qui s'appelle donc POP France et mom, parce que je suis une maman. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Je pense qu'on a mis l'information sur le site internet de l'Espace Mendès France. Mais n'hésitez pas non plus à suivre le compte de l'association. Vous avez des informations très, très différentes et tout à fait complémentaires. On a une autre question. Oui, vous avez parlé de l'accouchement. Je voulais savoir quel a été enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans l'accouchement qui a créé ce prolapsus. Si j'ai bien compris, ça vient de là, mais plus précisément. Alors là, je comprends complètement vos questions. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément hyper pertinent parce que mon accouchement ne va pas être celui d'un autre. Enfin, après, c'est pas un tabou. Vous trouverez la réponse à peu près partout. Moi, c'est suite à, j'aurais plutôt tendance à dire une erreur médicale, étant donné qu'on a extrait mon fils au forceps alors qu'il n'était pas engagé. Donc voilà, mais ça peut arriver, enfin, il y a plein de possibilités pour lesquelles ça arrive pendant l'accouchement. Si vous avez un périnée enfin, Anne-Cécile et Julia vous le préciseront mieux que moi, mais si vous avez un périnée hypertonique en amont, si vous avez un gros bébé, si vous accouchez très, très vite, enfin, mmh, voilà. Voilà pour moi maintenant, mon histoire ne va pas être celle de quelqu'un d'autre et donc Tout à fait. je pense que la priorité, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère nos symptômes derrière. Chaque cas est particulier. Comment ça nous ça est peut arrivé arriver. parce que beaucoup de femmes ont tendance à se culpabiliser sur, le fait qu'elles ont un prolapsus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Eh Et oui. c'est de ma faute. Et au final, une fois qu'il est là, l'important, c'est, de bien s'entourer, d'en parler sans honte et sans tabou et de trouver, la solution qui nous convient. Les solutions qui vous conviendront à vous ne me conviendront pas forcément à moi et vice versa. Mmh. Et voilà. Oui, tout à fait. Enfin, Merci j'espère beaucoup. que j'ai répondu. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour votre éclairage. Restez avec nous. Moi, je voudrais maintenant entendre le témoignage de Magali de Oliveira. Je ne vous entends de nouveau plus. Ah, c'est parce que je parle dans le micro. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous et on va entendre maintenant Magali Avec- de Oliveira. Merci. Bonsoir. Bonsoir Magali. Merci d'être là. Alors, vous avez 47 ans. Vous êtes infirmière puéricultrice. Vous Oui. m'avez achevé là. Direct. Comme ça, c'est dit. Vous êtes infirmière puéricultrice au CHU de Poitiers et vous avez la double casquette. Vous avez suivi un parcours thérapeutique sur les conseils du docteur Pizzoferrato. Pour commencer, pouvez-vous un peu nous préciser en 2 mots quelle était votre situation au début de ce parcours, quelle est votre histoire à vous, un peu quels étaient les symptômes physiques, comment vous le viviez, quelles étaient les contraintes au quotidien, voilà. Alors ça va parler à beaucoup de monde parce que j'ai plein de copines à qui ça arrive finalement quand on discute entre 2 conversations autour d'un café, hein, on arrive à se dire plein de choses. Alors moi j'ai eu 2 enfants de poids moyen,
normal. J'ai accouché par voie basse normalement. Et finalement, j'ai, comme toutes les mamans, eu la rééducation post-accouchement avec une sage-femme. À l'époque, il y a plusieurs tendances qui se suivaient. Et du coup, j'ai fait une première rééducation qui s'est avérée très positive. Donc, pas de problème. J'ai eu besoin d'en faire une deuxième quelques années après parce que bien j'avais des petites fuites à l'effort et ça m'embêtait un petit peu. Et comme vous avez dit, ça nous affecte vraiment sur notre estime de soi. On se fige, on se dit, oh, ça y est. Et du coup, finalement, on change d'attitude. Et ça, c'est vraiment impactant sur nous, sur notre estime, hein. C'est vraiment quelque chose d'intime et qui nous intérieurement, on a un combat en se disant non mais c'est pas possible, je suis jeune, ça peut pas m'arriver. Donc après ma double casquette, moi je suis très curative, il y a une solution, je vais faire ça, je suis très bonne élève, je suis ce qu'on me dit, ça marche. J'ai eu mon deuxième bébé. Comme une bonne élève, j'ai fait ma rééducation. Donc là, c'était une nouvelle méthode. Donc j'ai dit, bah oui, je vais suivre les tendances. Et finalement, j'ai eu une deuxième rééducation parce que finalement, c'était pas si bien que ça. Et malgré tout, on fait du sport en tant que maman, on essaye de se maintenir, on court partout, on a une vie hyper dynamique. Et j'ai fait une nouvelle rééducation avec une sonde KEAT. Je ne sais pas si ça parle, hein, en se disant ça va marcher, l'électrostimulation intravaginale, ça va marcher. Et finalement, ce n'était pas possible. Donc, à l'hôpital, je suis le magazine et les témoignages des professionnels de santé. Et Madame Pizzoferrato a eu un témoignage extrêmement percutant en nous disant que c'est pas... Et puis, à la pub, on voit des super protections anti-fuite en se disant que on va faire avec. Et puis, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Covid est arrivé. Et au bout du 50e tout, la 50e tout dans la journée, à la fin, on se fait pipi dessus. On se fait deuxième fois pipi dessus. Donc, on met des stratégies d'adaptation parce qu'on ne va pas arrêter le sport, parce qu'on en a extrêmement besoin pour notre corps d'été. Voilà. Et du coup, c'est très percutant, hein. Toutes mes copines, on faisait ça autour du café. Et finalement, j'en ai eu ras-le-bol. Donc, je suis venue... j'ai rencontré le docteur Pizzoferrato qui m'a dit, parce que moi je voulais passer à l'opération directement. J'ai dit c'est bon là, arrêtez, curative, bonne élève, je fais ce qu'il faut. Ça marche pas, on va plus loin quoi. Et on m'a convaincue en me disant non, il y a une rééducation à faire. J'ai dit oui, c'est bon là, arrêtez vos bêtises là, mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Hein. J'étais comme arrêtez vos bêtises là, c'est bon. Ça c'est intéressant. J'en ai fait 4. Parce que c'est vraiment un autre parcours est possible quoi. C'est vraiment une alternative. Non mais arrêtez, c'est bon. Moi je suis bonne élève, j'ai suivi, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça, c'est bon. Non, je vous rassure, je vous assure, ça va marcher. Donc je l'ai fait, ça a marché. J'étais là, écoutez, oui effectivement. La seule petite, alors moi je suis soignante, donc tout ce qui est l'anatomie de la femme et tout ça, je me dis c'est bon, je sais. Et en fait pas du tout. Ce qu'on a vu, ce qui est à la portée de tous, hein, on voit, on se dit ah le périnée il est comme ça, hein, j'avais pas dans l'imagination que c'était comme ça, que il fait ça aussi, ah d'accord, non pas du tout, j'avais pas du tout cette idée-là, et en fait d'intérioriser, de se l'imaginer. Et puis de faire les exercices, parce que la sage-femme, au début, elle vous dit, vous faites le tapis électrique, là, le tapis qui remonte, la vague qui se ferme, la pont-levis, parce que ça, c'est la rééducation. C'était pas très parlant. Mais là, du coup, avec cette rééducation, c'était beaucoup plus parlant, et sans pour autant se mettre sur une table pour qu'on nous regarde comment on fait. Là, non, pas du tout. C'était plutôt une intériorisation intellectuelle, se l'imaginer, travailler sur ça, et avec des choses très percutantes, notamment aux toilettes, les choses comme ça. Et on se dit, oui, effectivement, c'est très personnalisé et c'est pas mal, parce que ça nous parle énormément. Donc je dis à mes copines, parce que c'est ça, autour du café, elles me disent, ah oui, moi aussi, c'était comme ça. Ah ben oui, moi aussi. Alors je leur ai dit, je leur ai fait la promotion.
Donc du coup, bon, j'ai que des copines jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. Donc elles sont pas encore totalement là-dedans, mais ça va arriver. Mais effectivement, quand on en parle, parce que moi j'en parle assez facilement et c'est pas quelque chose de tabou pour moi, il y en a beaucoup. Il y en a énormément parce que si vous êtes au club de gym, renforcement, machin, on fait le tour et en fait, il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Donc, moi, ça a marché. J'étais très contente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je témoigne. Et pour personnellement, mais aussi dans mon travail en tant que puéricultrice auprès des jeunes patients, des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, la constipation de l'enfant est quelque chose de réel, puisque si on voit, on travaille auprès des parents en pédiatrie dans des moments, si on fait l'étayage un petit peu de tout ce qui se passe, c'est un problème parental important. A-t-il fait caca aujourd'hui ou pipi aujourd'hui? Combien de fois? Ça reste vraiment des préoccupations parentales. Donc c'est un message que vous faites passer. Il y a dans votre activité oui, quotidienne au sein du oui, service. ça marche très bien. Oui, c'est ça. C'est à petite échelle, hein. Oui. Mais j'espère, de par Vous leur ce dites quoi aux parents, par témoignage, exemple? Et aux enfants, parents, peut-être aussi, mais aux parents, vous leur dites on quoi? va voir après, je ne vais pas vous donner les solutions. Je suis bonne élève, je vous dis. Je fais les choses. Je ne vais pas spoiler la suite. Donc voilà, et puis effectivement, vous parliez du prolapsus et tout ça. Moi, je le vois avec les mamans, puisqu'on prend les enfants prématurés dans des circonstances d'accouchement importants en réanimation pédiatrique, en néonate, qui ont des accouchements catastrophiques, avec des forceps en voix haute. Ça, on m'a dit surtout, tu refuses, si jamais. C'est vraiment les choses difficiles et il y a ces complications par rapport à ça. On a les enfants à l'hôpital, les mamans sont des fois en réanimation, des fois à l'hôpital, subissent des chirurgies justement parce que l'accouchement est difficile et c'est là où il y a tout un suivi par rapport à ça. Donc, je travaille sur les deux tableaux. Oui. Je voulais revenir sur la méthode. La rééducation du périnée, on en parle beaucoup, vous l'avez vécu. Là, c'est quoi le petit bonus? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est de mieux comprendre comment ça marche, déjà? C'est ça? Oui, et avec des conseils simples, en fait, simple. finalement. En fait, c'est hyper simple. Et c'est vraiment personnalisé dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Comment vous mangez? Comment vous vous asseyez? Comment vous conduisez? Comment vous faites? On fait toute une rétrospective d'un recueil de données, comme on dit à l'hôpital, sur ce que vous faites habituellement, comment vous vous installez, comment sont vos toilettes, comment vous buvez, comment vous faites pipi, il y a tout ce recueil et finalement les conseils sont très personnalisés en vous disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça comment on peut mettre en place des choses et c'est très percutant tout de suite parce qu'on se dit un exemple, bon je peux avancer, moi on m'a toujours dit il faut faire pipi sous la douche parce que ça évite les mycoses des orteils. Et en même temps, ça économise une chasse d'eau. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est bon pour la planète. Mais c'est la vérité. Hein. Bien sûr. 3 litres d'eau, la demi-chasse d'eau, 6 litres d'eau, la grande chasse d'eau. Eh oui. Donc, du coup, vous dites, je vais prendre ma douche, j'ai pissé sous la douche. C'est ça. Et du coup, j'ai fait pipi sous ma douche, moi. J'ai suivi. Sauf que j'ai eu la chance d'avoir une piscine chez moi. Et du coup, le maillot de bain mouillé, on courait aux toilettes une fois, 2 fois, 3 fois, parce que c'était de réflexe, pas une bonne idée. Mais ça, on n'y pense pas. On se dit, et finalement, d'avoir arrêté ça, juste ça, en fait, je me fais plus pipi dessus, quoi. Quand je suis dans ma piscine, ou encore c'est chez moi, mais vous allez dans la piscine du voisin avec les copains, avec votre mojito dans les doigts, vous êtes, je vais faire pipi. Donc voilà, il y a toutes des stratégies en place. Et du coup, on est mal. Alors, on met le paréo, on change de maillot, on met un maillot de bain sec. Ah, tu t'es changé? Bah oui. En vestile, j'ai un nouveau maillot de bain. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça, en fait. C'est des stratégies qu'on met en place et on se dit, on se pourrit quand même la vie parce que vous avez une charge mentale importante. Là, c'est plus dans la tête, même d'ailleurs, que physiquement. Quoi. Ça vous allez au sport et voilà, on vous dit oh là là, on va sauter là. Oh, c'est la Corée, on va sauter, on va écarter, on va plier les genoux. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On est vraiment dans cette charge mentale et du coup, c'est très compliqué, quoi. Parce qu'on n'en peut plus. On se dit, non,
je vais pas faire de sport, c'est bon, je vais louper une séance, et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment ce qui est casse-pied. Et à côté de ça, on se dit c'est pas une fatalité. Alors et du coup, quand ça marche, eh ben on est très content, on est fier de soi déjà pour l'estime de soi, et on se dit il y a une solution. J'ai une Merci dame qui a une beaucoup. question au fond. Il y a une petite question. Attendez, il y a un micro qui arrive. J'en prends une ou deux, puis après on enchaîne. Il y aura d'autres questions à la fin, vous inquiétez pas. Oui, bonsoir Magali. Bonsoir. Oui, vous ça y est. Bah oui, on travaille au Vous CHU, connaissez, j'ai l'impression. on rencontre plein de gens. C'est ça. Je voulais savoir du coup, c'est dans le cadre de la Villa Santé ou c'est vraiment une consulte spécifique gynéco rééducation? Avec Bonne question. Dr Pizzoferrato en consultation gynéco. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Et après, il existe un programme Villa Santé ou pas du tout? Non, mais je suis partante. Pour la suite, vous voyez où je veux en venir. Je serai. En fait, ce qui se passe, c'est que Dr Pizzoferrato, dans son article, a expliqué justement que c'est pas une fatalité et que c'était un petit peu son cheval de bataille. Moi, ça m'a parlé parce que c'est mon cheval de bataille, c'est mon combat. C'était mon combat à ce moment-là, en me disant non mais vas-y, il y a quelqu'un, et je me suis dit ben je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes féminins. Et je me suis vraiment sentie écoutée, même interpellée dans cet article en me disant, il y a une solution, je vais prendre soin de moi. C'est ça en fait. C'est que je vais me poser à un moment, parce que les stratégies, on est des Wonder Woman. Hein. On met en place des trucs et on ne le dit pas du tout à son compagnon, on ne le dit pas à sa famille, on ne le dit pas à ses enfants. Et on se dit, pourquoi tu t'en vas maman après la piscine? Voilà, on le cache ça au départ. Et finalement, de trouver, d'en parler. Alors, on n'en parle pas, mais quand on a trouvé la solution vraiment sur l'estime de soi, moi, je suis très contente. J'ai pas du tout de culpabilité, j'ai pas de honte à en parler, parce que si vous vous faites un petit peu montrer du doigt par une fille, tu lui dis, écoute, attends un peu, on en reparlera. Voilà, parce que justement, c'est ça. Et d'ailleurs, mon coach sportif, je lui ai dit, ça, tu me l'arrêtes, ça, tes sautillements, là, j'en veux plus, ça, tu m'arrêtes. Et du coup, il me voit faire un autre mouvement, il me dit, ah oui, celle-là, l'enquiquineuse, là, bon, parce que j'ai un bon feeling avec lui, quoi. Je lui dis, ça, tu m'évites, ça, la corde à sauter, c'est pas la peine. Ça, vous voyez, et du coup, il s'est adapté. Il dit, bon, allez, c'est pour Magali, on va lui faire ça. Mamie Magali, voilà. J'ai dit, super, c'est gentil, merci, c'est pas grave. Et du coup, toutes mes copines me disent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà, c'est là ça, où parce qu'elles ne le disaient pas, mais elles étaient bien contentes aussi. Ou elles s'arrêtaient, ou voilà. Après, Oui. c'est vraiment, on est dans la communication, et il n'y a pas de honte, vraiment. C'est pour prendre soin de soi. C'est surtout ça, en fait. Alors qu'aujourd'hui, les fuites urinaires, c'est souvent considéré comme une fatalité. Et la solution, c'est une protection. Et puis, hop, on passe à autre chose, quoi. On peut se débrouiller comme ça. Vous avez vu combien ça coûte? Non, à vrai dire, non. Mais j'imagine. J'ai autre chose à mettre ailleurs, quoi. Des vacances. Mais bien sûr. Des vacances au soleil. Mais oui, bien sûr. Une autre question? Allez-y, madame. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour... vous voyez tous un petit peu peut-être la pub qu'il y a au sujet d'une certaine serviette Téna, qui justement joue sur la honte de la femme durant une séance de gym, et qui propose une serviette miracle au lieu de quoi que ce soit comme justement, comme exercice. Comme, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Elle passe en ce Moi, moment, j'en étais celle-là, venue ouais. à ça. Hein. J'en étais venue à ça, parce que je me suis dit, je vais pas... sur certains mouvements, effectivement, c'était pas des fuites énormes. Je vous assure, c'était juste le petit filet, et parce que on a un réflexe de retenir, mais juste, et on se dit, oh là là, alors vous imaginez, vous intellectualisez le truc, au cas où, en cas que, en fonction du mouvement, je vais avoir la fuite ou pas. Je sais pas trop, je sais pas comment on fait, mais je serre tout. On n'est pas du tout détendu, on a mal dans le dos, on est complètement... Et puis on se dit, bon, je mets un truc au cas où, en cas que. Et quand vous mettez un truc en cas où, au cas que, même si vous faites dedans, je vous assure, vous n'êtes pas bien. Même s'il y a la fuite, on se dit... puis on se sent vrai, on se dit, merde, j'ai pas réussi. Vraiment. C'est vraiment une question d'échec. On se dit, même avec ça, voilà, quoi. Et j'avais juste une petite question sur justement le plancher pelvien. Je me souviens d'avoir entendu une dame qui, il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années même, qui me disait que donc ça s'opérait et on pouvait renforcer le plancher pelvien.
Alors, je ne sais pas, on met des grilles, je ne sais pas quelle forme ça prend. Non, mais je ne sais pas du tout, c'est une question. J'ai une copine, c'est ça en fait, parce que j'ai une copine de gym où elle était nickel, elle. Il n'y avait pas de soucis et tout ça. Et en fait, elle me dit, non, mais moi j'ai un grillage, tout est nickel parce que suite à un accouchement, elle avait eu ça, mais il y avait 18 ans qu'elle avait eu ça. C'était à l'époque, il faisait ça. Maintenant, après, je ne connais pas, mais c'était il y a 18 ans qu'elle avait eu ça et effectivement, ça avait marché, mais c'est plus du tout d'actualité parce que elle a vraiment galéré en post. C'est une chirurgie. Donc, Oui, alors en je voulais juste post-chirurgie, terminer. elle a mis 2 ans avant de se remettre au sport. Je voulais juste terminer, justement, actuellement, il y a un gros scandale qui éclate, là, avec des femmes qui ont des suites post-opératoires tragiques. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes grilles, mais... Oui. Que ce soit pour la descente d'organes ou pour les fuites urinaires, effectivement, quand on fait de la chirurgie, on va proposer des dispositifs médicaux qui sont faits exprès, c'est des bandes, des grilles, des bretelles, enfin voilà, il y a plein de mots différents, des bandelettes, etc., qui sont faits en tissu synthétique fait exprès. Ça rend service à beaucoup de femmes quand même. Hein, une fois qu'on a épuisé effectivement toutes les solutions de rééducation, d'éducation, de travail comportemental, etc., il y a des femmes à qui ça rend service. Après, il faut effectivement avoir travaillé en amont sur les bons comportements, que l'indication elle soit bonne, que le chirurgien ait l'habitude de faire ces chirurgies. En fait, il faut juste bien préparer sa chirurgie. Peut-être que c'était des femmes... Parce qu'on sait, par exemple, chez des femmes qui ont des douleurs chroniques, leur implanter un matériel extérieur, ça peut aggraver des douleurs, etc. Enfin, il y a plein de choses à préparer en fait avant la chirurgie. Donc oui, il y a des femmes qui ont des complications. De toute façon, c'est une chirurgie. Mais si c'est bien préparé, c'est bien suivi, etc., c'est bien pris en charge rapidement s'il y a un problème, à ce moment-là, ça rend service quand même. Mais effectivement, moi, je dis toujours, et je pense que je dis à toutes les femmes, vous voulez vous faire opérer très bien, peut-être qu'on viendra à la chirurgie, mais par contre, il faut se préparer à la chirurgie comportementale. Comment vous buvez, comment vous faites pipi, est-ce que vous êtes constipé, comment vous portez vos charges, etc., etc. Parce que de toute façon, voilà, la chirurgie, c'est pas miraculeux aussi. Hein. Si on fait n'importe quoi après sa chirurgie, la chirurgie, elle peut lâcher aussi. Hein. Donc voilà. Oui, c'est ça. Il faut accompagner d'un discours et d'un état d'esprit, quoi, effectivement. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. Je propose qu'on enchaîne sur les idées reçues et sur les conseils qu'on peut donner. Magali, merci beaucoup, mais restez là, parce que je suis sûr que vous allez réagir sur certains, sur certaines idées reçues. Julien, il faudrait qu'on revienne sur le diaporama. Est-ce que tu peux m'aider ? Juste en attendant que le diaporama revienne, c'était pour répondre à la question sur la vie et la santé. Il y a quelques ateliers dans le cadre d'un programme qui s'appelle Mieux vivre à tous âges et qui est destiné aux plus de 60 ans, où on peut trouver des ateliers sur le périnée animés par Anne-Cécile et moi-même. On s'est déjà déplacé à Danger-Saint-Romain, peut-être bientôt à Angles-sur-Anglin pour parler du périnée. Mais ça reste quand même assez ponctuel et on espère qu'un jour, ces ateliers seront plus réguliers. Génial, merci beaucoup. Alors, il faut passer. Alors, la petite zapette. Est-ce que Julia voulait bien passer à la suivante? Merci beaucoup, c'est gentil. Alors ça, c'était pour Justine Vernet. Ça, c'était des informations. Alors, il y a le QR code, tout ça, mais vous le retrouvez. Il y a un site internet pour Pop France, c'est popfrance.fr, tout simplement. Et voilà, Magali de Oliveira, on l'a entendu. Et la suite, c'est vérité et idées reçues. Et avec une première question, carton vert, carton rouge toujours. Je vais tous les jours à la selle. Je ne suis pas constipé. Vrai ou faux? Vous sentez? Il y en a qui sentent le piège, là, mais effectivement. Ah, c'est partagé quand même. Hein. Il y a une majorité de rouge. Mais c'est bien partagé. Quelle est la bonne réponse, Julia?
Eh bien, c'est faux. Effectivement, on a tous entendu la question, est-ce que vous allez tous les jours à la selle ? Oui, oui, je vais tous les jours à la selle. Alors, vous n'êtes pas constipé. Eh bien, c'est une idée reçue. La constipation, c'est pas une histoire de fréquence. En tout cas, c'est pas qu'une histoire de fréquence, parce que si on va tous les jours à la selle, mais que quand on se présente aux toilettes, on y passe 20 minutes, on va faire des efforts de poussée très importants, les selles vont être dures et difficiles à évacuer, eh bien, malgré qu'on y aille tous les jours, on est quand même constipé. Donc la constipation, c'est pas qu'une question de fréquence, on vous l'a dit, maintenant on vous la répète peut-être pour la 4e fois, c'est notre ennemi public numéro 1. Et les poussées abdominales qui vont être réalisées, justement ces efforts de poussée importants pour évacuer les selles, ça peut entraîner une distension des muscles du périnée. Alors on a tous eu une constipation occasionnelle, là je parle plutôt de la constipation chronique, qu'on peut se traîner parfois dès l'enfance. Il y a des gens qui sont constipés dès l'enfance et qui le sont pendant de nombreuses années. Et bien à force de poussée quotidienne, et bien ça peut entraîner une distension des muscles du périnée, notamment des sphincters, un étirement des ligaments, donc un relâchement du périnée. Quand on a vu que le rectum était plein avec la proximité avec le vagin lors des rapports sexuels, ça peut entraîner des douleurs. Ça favorise également les infections urinaires et les fuites urinaires du fait de l'empilement des organes. Et donc, ça peut également favoriser une incontinence anale ou une descente d'organes. Alors, des fois, on ne sait pas trop, la constipation, c'est à la fois un facteur de risque, mais aussi une conséquence. Parce que quand les organes ne sont plus trop à leur place et que notre rectum il est effectivement un petit peu déformé, ça peut aussi favoriser la constipation. Donc, de la poule ou de l'œuf, c'est parfois difficile de savoir, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on va systématiquement traiter dans nos prises en charge. Merci beaucoup. Deuxième petite question. Ah non, on n'est pas encore aux questions, c'est vrai que j'ai pas terminé, mais on va commencer par vous donner quelques petits conseils, parce que c'est vrai qu'on vous parle de notre ennemi public numéro 1, mais on peut quand même peut-être vous donner quelques conseils pour l'éviter. Et donc, on vous propose une petite vidéo rigolote pour vous parler de la constipation et notamment de la posture que l'on peut adopter aux toilettes pour favoriser l'évacuation des selles. Donc, je vais vous lancer la vidéo. Elle est assez parlante, vous allez voir. Donc, cette petite licorne, elle a envie d'aller à la selle. Vous allez voir, elle fait des caca très jolis arc-en-ciel. Et quand elle est sur les toilettes, on voit bien qu'elle est assise comme moi, là, sur mon fauteuil, donc dans une position à 90 degrés. Et le petit muscle en rouge, c'est le muscle puborectal. C'est un des muscles qui compose le plancher pelvien. Et ce muscle puborectal, en position assis à 90 degrés, il n'est pas complètement relâché. Et quand on remonte un petit peu ses genoux à l'aide d'un marchepied, eh bien, il va y avoir un angle de 35 degrés. Les genoux vont passer au-dessus des hanches et notre muscle puborectal va se décontracter. On voit que notre tuyauterie va s'aligner. Les selles vont être déjà plus faciles à évacuer et la licorne, elle est contente. Donc, premier conseil, c'est déjà, vous pouvez utiliser un marchepied dans vos toilettes pour légèrement rehausser vos genoux. Finalement, c'est pour retrouver la position qu'on a dans les toilettes à la turque, où on est complètement assis, où finalement le bassin vient en dessous des genoux, mais ça favorise la détente périnéale. Et on a vu que tout à l'heure, les problèmes de périnée, on a des périnées trop relâchés, mais quand le périnée n'est pas complètement relâché, ça peut empêcher les urines de s'évacuer correctement ou les selles de s'évacuer correctement. Donc déjà, un premier conseil, c'est surveiller la posture aux toilettes. Mais il y en a plein d'autres et on ne les connaît pas tous. Un conseil qu'on peut donner aussi, c'est prendre le temps de manger, de mastiquer. Quand vous allez manger tranquillement en mastiquant et en avalant les aliments, que quand ce sera sous forme de compote, les aliments vont bien se mélanger à la salive. Déjà, ça va favoriser l'assimilation des nutriments. La digestion va être plus simple aussi, donc il y aura moins de ballonnement, moins d'inconfort digestif et ça va aussi limiter la constipation. Ce que les gens connaissent assez bien en général, c'est qu'il faut s'hydrater correctement. Éviter la déshydratation, parce que quand on est déshydraté, les selles vont être déshydratées et donc plus dures et plus difficiles à évacuer. Une alimentation riche en fruits, en légumes, donc des fruits et des légumes à chaque repas pour avoir un apport en fibres suffisant, parce que les fibres, elles vont aller jusque dans le côlon, elles vont aller dans les selles et elles vont retenir l'eau dans les selles. Donc les selles vont être plus molles et plus faciles à évacuer. Un autre conseil qu'on connaît moins souvent, celui-là, les patientes, elles le découvrent assez régulièrement en consultation, c'est de ne pas différer une envie d'aller à la selle. Le besoin d'aller à la selle, il survient souvent qu'une fois dans la journée. Et dans nos vies très occupées, où on a un peu la tête dans le guidon, on court tout le temps, parfois ça nous arrive, ah là j'ai envie, mais c'est pas le moment. Et donc on va la différer, cette envie, et elle va disparaître au cours de la journée. On va aller au travail, etc., si elle est survenue le matin. Sauf que les selles, elles vont rester dans notre système digestif et elles vont
être déshydraté, notre côlon va réaspirer l'humidité de ces selles et petit à petit, elles vont se déshydrater, être de plus en plus dures et plus difficiles à évacuer. Et donc, si le lendemain, rebelote, on dit « Ah non, c'est pas le moment, j'y vais pas », eh bien, ça va se déshydrater de plus en plus. Et 3 jours plus tard, elles vont être impossibles à évacuer. Donc, finalement, une envie d'aller à la selle, ça doit se respecter. Surtout si on souffre de constipation, on y va, on repousse pas. C'est le moment et ça doit être la priorité numéro 1. L'installation aux toilettes, on en a parlé. On peut s'aider de la respiration. On vous a dit tout à l'heure, les efforts de pousser en apnée, c'est pas très bon. Mais la première chose qu'on va faire sur les toilettes, c'est de pousser un petit peu comme ça en apnée. Donc, c'est des poussées qui sont pas toujours très bienveillantes avec le périnée. Donc, on peut plutôt souffler en engageant son muscle transverse. Si on souffle comme dans une paille, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus souffler, eh bien, notre muscle transverse, il va se contracter, et ça va être une poussée un petit peu plus bienveillante pour le périnée, pour un passage en douceur. Et puis des fois, on a des patientes qui font tout bien. Elles mastiquent, elles s'hydratent, elles mangent tout équilibré, ça ne marche pas. Eh bien, c'est là où on va proposer un traitement laxatif, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lunettes pour voir correctement tous les jours. Eh bien, il y a des gens, malheureusement, qui ont besoin d'un traitement laxatif au quotidien pour arriver à retrouver un transit régulier. Donc voilà tous les petits conseils contre notre ennemi public numéro 1. Il ne faut pas différer une envie. Voilà, ça Voilà. c'est important. Tant pis si on arrive en retard, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, Mais oui, on y va. Je donne un conseil. Oui, Magali. Alors, au niveau de la pédiatrie, juste un petit conseil, ce qui peut aider, c'est l'installation. Effectivement, en plus, on est dans l'apprentissage de la propreté par rapport à la constipation et pour la suite. Et le conseil que je donne, moi, aux mamans, aux papas aussi, c'est à ce moment-là faciliter le passage des selles si on sait qu'ils sont durs, mettre un peu de crème, comme de la vaseline, des choses comme ça, au niveau de l'anus, en fait, sans introduire quoi que ce soit, mais juste un petit peu de vaseline. Et souvent, les enfants, parce que quand ils ont une selle dure qui est passée, ça leur fait mal, ça peut faire des petites micro-fissures. Et après, pour qu'ils repassent à la selle derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, juste des petites astuces comme ça, faciliter le passage des selles. Si vous avez vos enfants, vos petits-enfants, voilà, vous pouvez tout à fait, la vaseline, il n'y a pas de souci de ce côté-là pour faciliter. Lui mettre des bouquins pour qu'il lise, le laisser sur le pot, voilà, les choses comme ça, ça aide à prendre le temps. Parce qu'il a un jeu, une émission de la télé, les écrans, les choses comme ça, même si... on essaye, mais justement, mettre quelque chose attractif pour qu'ils restent aux toilettes, qu'ils prennent le temps. Et les adultes ont le téléphone portable aussi. Ça, Oui, je n'irai pas sur ce jeu-là. Non. Alors, question suivante, il vaut mieux faire des pipis de précaution pour éviter les fuites. Vous en pensez quoi? Là, il y a une majorité de rouge. C'est faux. Alors, docteur Pizzoferrato? Bah effectivement, il ne faut pas faire de pipi, il faut éviter au maximum les pipis de précaution. La vessie, c'est un organe en fait qui va évoluer au fur et à mesure de la vessie. Vous la voyez, une fois qu'elle s'est vidée, elle est contente, tout ça, elle va bien, voilà, au début, tout à fait, ici. Et puis au fur et à mesure des minutes et des heures qui passent, elle va se remplir petit à petit. Et on a des messages de notre vessie qui parlent à notre cerveau au fur et à mesure de son remplissage. Et donc, par exemple, quand elle est remplie à un tiers, il y a un message qui va au cerveau, tiens, petite envie de faire pipi. Et donc, il y a des gens qui vont faire pipi dès que cette envie, elle est là, dès que la vessie est remplie qu'à un tiers. Et si on fait ces pipis-là régulièrement, on finit par rétrécir sa vessie. La vessie, c'est un muscle, c'est un réservoir. Elle est censée se distendre et se contracter pour se vider. Si on lui demande de se vider alors qu'elle est à peine remplie, elle va se rétrécir. Donc faire ces pipis de précaution, ça rétrécit la vessie. Rétrécissant la vessie, elle va se re-remplir plus vite, elle aura moins de capacité, on aura plus souvent envie de faire pipi. Et donc ça, après, ça peut entraîner le cercle vicieux, effectivement, et faire qu'on va faire pipi, par exemple, 15 fois par jour. Et on va en reparler, je pense, mais le périnée peut intervenir au moment où on a cette petite envie. Et c'est peut-être éventuellement le cas, justement, quand on est sous la douche. On en a déjà parlé, donc j'ai le droit d'en parler. Finalement, on s'est levé, on a pris son petit-déj, on a fait pipi, on va sous la douche, il y a cette petite envie qui arrive. Mais cette petite envie, en fait, c'est pas une vraie envie. La vessie, elle s'est pas remplie totalement en une demi-heure. C'est pas possible. Une vessie, ça met plusieurs heures. Je suis en train de spoiler un truc encore? Non, c'est bon.
La vessie, c'est ça. La vessie, elle met plusieurs heures à se remplir. Donc, un quart d'heure après avoir fait pipi, on ne doit pas avoir envie à nouveau de faire pipi. C'est une fake news. C'est pas une bonne information. D'accord ? Et donc, Oui, mais on a envie ou pas? Parce que le cerveau, vous dites, quand c'est la vessie rempli à un tiers, hop, le cerveau... Parce que Il y a à la des- fois, il ne faut pas différer, mais en même temps, on a ce message-là. Donc, comment on fait la différence? Parce que Ah, par contre, le pipi, d'accord. le pipi, voilà, il faut effectivement se dire finalement qu'est-ce que j'ai bu et à quel moment j'ai fait pipi pour se dire mais là, une demi-heure après, normalement, je ne dois pas avoir envie de faire pipi. Je dois essayer de trouver des stratégies pour me retenir et faire pipi quand ma vessie sera plus remplie. Alors c'est effectivement parfois difficile à appréhender, mais en tout cas, on sait que la vessie met 3 à 4 heures à se remplir. Donc quand on fait pipi toutes les demi-heures ou toutes les heures, a priori, c'est justement quelque chose qui pourrait être rééduqué. Parce que quand on fait pipi toutes les heures, a priori, ça peut être gênant dans la vie du quotidien. Il y a des femmes donc qui arrivent à se retenir à un tiers. En fait, comment on fait pour se retenir à un tiers? On va utiliser son périnée. On en reparlera certainement tout à l'heure, mais le périnée, c'est un organe qui est formidable parce qu'effectivement, si on le contracte juste avant l'effort, je touche, j'éternue, je soulève quelque chose, je contracte mon périnée, je peux éviter la fuite parce qu'avec mon périnée, je vais comprimer mon petit tuyau urinaire qui passe à travers le périnée, mais le périnée est aussi capable de faire passer une envie de faire pipi. Donc, je vais apprendre en rééducation avec les professionnels qui sont spécialisés là-dedans comment on fait la contraction du périnée, comment on utilise son périnée pour faire passer l'envie de faire pipi. Et à ce moment-là, on va laisser la vessie se remplir progressivement à 2 tiers, mais à 2 tiers, elle n'est pas encore pleine, cette vessie. Et donc, si on y répond systématiquement, on va aussi éventuellement rétrécir sa vessie. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas tout à fait facile de savoir à quel moment, finalement, ma vessie est pleine. On donne quand même des messages, je pense que je les ai après, en fait. Donc, voilà, grosso modo, la vessie met 3 à 4 heures à se remplir. Donc, on en parle après ? Ouais. Et donc, se dire, voilà, c'est réfléchir finalement sur son comportement, comme disait Magali, effectivement, de se dire, mais comment j'ai bu et à quelle heure j'ai fait pipi pour aller faire pipi au moment où la vessie est réellement pleine et animalement pleine pour être en bienveillance avec sa vessie. Il faut savoir, et les études montrent que 65% de nos mictions, de nos pipis, sont réalisés selon des considérations sociales, etc., environnementales, etc. Ah bah tiens, là je vais faire pipi parce que je vais sortir, là je vais faire pipi parce que je vais faire du sport, là je vais faire pipi parce que voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps dans l'heure qui suit, je vais faire mes courses. En réalité, on perturbe le fonctionnement de la vessie. Et à force de répondre à la vessie, d'aller faire pipi dès que la vessie envoie ce petit message de c'est une petite envie, le message deviendra de plus en plus fort et là ce sera j'en peux plus machin et on aura 30 millilitres à vider, rien du tout, quoi, une cuillère à soupe. Donc c'est vraiment important de comprendre 3-4 heures, faut noter l'heure. On croit que c'est instinctif, mais effectivement, pour rééduquer, il faut noter l'heure. La question, là, c'est pas vraiment une question, mais on va passer assez vite parce qu'il est déjà 8h moins 5 et puis on l'a déjà dit 3 fois. Faire pipi sous la douche, c'est peut-être bon pour la planète, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Là-dessus, on est d'accord. On l'a déjà dit, donc on va utiliser son périnée, on va contracter son périnée au moment où l'envie arrive sous la douche. On peut anticiper un petit peu. Si on sait qu'on a souvent, c'est le cas quand on vieillit, malheureusement ça arrive de plus en plus fréquemment, on contracte un peu par anticipation son périnée, pas trop fort mais de manière un petit peu prolongée pour faire passer cette envie de faire pipi, puisqu'on a fait pipi une demi-heure avant. Donc, normalement c'est 3 heures après. On peut aussi se conditionner mentalement. Vous avez fait pipi, vous prenez la voiture et puis il pleut, vous avez envie de faire pipi. La kiné qui a fait la rééducation, elle a entendu une dame dans la voiture avec son mari et la dame fait « Ah non, c'est bon, j'ai fait pipi il y a une demi-heure, tu vas pas m'envoyer un message pour me dire que tu as envie de faire pipi. » Et le mari, il n'a pas compris. Il dit « Non, je parle à mon cerveau pour lui dire « C'est bon, ça va. » Et je vous assure, moi je l'ai fait. Ça marche. Wow, sous la douche, parce qu'au départ, pour arrêter ce réflexe, ah non, c'est bon, t'avais pipi il y a une demi-heure, là, c'est pas parce que c'est l'eau. Alors, c'est difficile, on attend que le réflexe passe, c'est bon. Ça y est, t'as compris, c'est pas plein. Donc, et ça marche. Oui, ça marche, génial. Alors, question suivante. Alors, oui. Non, je vais sur la question. Oui. Ne pas s'asseoir sur les toilettes publiques permet d'éviter les infections urinaires
ou vaginal? Qu'en pensez-vous? Il y a une majorité de rouge, là. Il y a une majorité de faux. Julia, quelle est la réponse? Eh bien, c'est faux. Finalement, c'est de ne pas s'asseoir sur les toilettes qui peut entraîner des infections urinaires. Parce que finalement, vous avez vu cette dame, hein, elle essaye, elle fait tout ce qu'elle peut pour éviter de s'asseoir sur les toilettes. Elle est assez inventive, mais le plus souvent, on n'arrive pas jusqu'au là. On est un peu comme ça. Hein, ça, on a tous fait le pipi squat. On pas très détendu, quoi. Voilà, mais le pipi squat, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vous a dit tout à l'heure, où on est les genoux surélevés. Là, au contraire, on a mis le bassin beaucoup plus haut que les genoux, donc le périnée n'est pas détendu. Le périnée n'est pas détendu, la vessie ne va pas se vider correctement, les urines vont stagner dans la vessie, c'est ça qui va créer les infections urinaires. Et finalement, le sac de la dame là, qui est posé par terre, dans les toilettes, il va être beaucoup plus sale que la cuvette des toilettes, et elle va prendre son sac et ça ne va pas lui poser de problème. Vos smartphones, vos claviers d'ordinateur sont beaucoup plus sales que les cuvettes de toilettes publiques qui sont lavées au moins une fois par jour à l'eau de Javel. Donc finalement, c'est de ne pas s'asseoir sur les toilettes qui peut créer des infections urinaires. Alors si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais là nous on pense à toutes les jeunes filles qui par exemple sont à l'internat ou sur un lieu de travail où les toilettes sont tout le temps sales et qui ne s'assoient jamais tous les jours. Eh bien, c'est souvent des jeunes filles ou des femmes qu'on voit en consultation parce qu'elles ont des infections urinaires à répétition. Bien sûr, à l'école, au collège, il y en a Exactement. Même qui s'empêchent d'y aller, hein, c'est sûr. Et donc, faire pipi, c'est la zen attitude. On s'assoit sur les toilettes, on met son petit marchepied et finalement, on attend. On n'a pas besoin de pousser non plus. Normalement, ça doit se déclencher automatiquement et on doit prendre son temps. Et il fut un temps, on parlait du stop pipi, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu. Arrêtez votre jet urinaire pour muscler votre périnée. Faites-le plusieurs fois à chaque mission. Eh bien, on en est revenu. C'est plus un message qu'on fait passer. Donc, on arrête le stop pipi parce que quand on arrête la mission en cours de route et on le fait régulièrement, eh bien, la vessie, elle a du mal à se relancer. Les urines vont rester dans la vessie. Ça peut créer des infections urinaires. Donc, c'est contre-productif. Donc, il est indispensable de s'asseoir correctement sur les toilettes pour faire pipi. Et oui, c'est vrai qu'on reste sur le stop pipi, là, mais en fait, maintenant, voilà, faut plus. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'une personne en bonne santé doit boire 2 litres d'eau ou d'autres choses par jour? C'est vrai ou c'est faux? Il y a une majorité de verts là qui pensent que c'est vrai, quand même. 2 litres, ça va, c'est beaucoup. Je sais pas, on ne rend pas compte. Ouais. Bah en fait, ça dépend. Effectivement, on dit de manière un peu générale, et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail de comment je bois, etc., quelle quantité, quel type de boisson je vais prendre et comment je fais pipi, et de faire la relation entre ce que je bois et je fais pipi pour en fait comprendre si les apports hydriques qu'on a sont suffisants ou sont pas suffisants. Et donc oui, il faut savoir s'adapter. Il y a des gens, par exemple, qui transpirent plus que d'autres et qui vont du coup avoir moins d'urine, qui vont être moins hydratés, perdre leur hydratation. Et donc ces gens-là, il faudra qu'ils boivent un petit peu plus. Donc il faut savoir s'adapter. Donc on vous a mis quelques petits exemples justement. Cette personne-là boit 5 litres par jour. Ça vous paraît beaucoup, ça, 5 litres par jour? Oh oui. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Effectivement, on se dit, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de... Enfin, c'est pas possible, quoi. En fait, ce qu'on aime bien dans notre pratique donc, du quotidien et de prise en charge des troubles du périnée, c'est de faire donc, la relation entre ce qu'on boit et ce qu'on fait pipi. On voit que cette personne fait pipi 2 litres. Est-ce que, à votre avis, c'est bien de faire pipi 2 litres? C'est plutôt bien de faire pipi 2 litres, effectivement. Normalement, quand on mesure le volume qu'on fait pipi sur les 24 heures, on doit uriner à peu près 2 litres par 24 heures. Et donc, elle urine 2 litres par 24 heures. Donc, on se dit, finalement, c'est peut-être pas si mal, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On va le reste, alors. Voilà, c'est une judocate, c'est l'été caniculaire, c'est un dojo surchauffé. En fait, elle a transpiré 3 litres. Ah, voilà. Donc, toujours faire la relation entre ce qu'on boit et ce qu'on fait pipi. Donc attention à la transpiration, effectivement. Donc boire plus l'été, mais ça paraît logique, mais voilà, c'est la réalité de ce qu'on voit en consultation. Et donc cette personne-là, elle boit 950 millilitres. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? C'est pas assez. Mais elle fait pipi à 1 litre 150, 2 litres 150. Donc là, c'est normal, tout va bien. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé alors?
Eh ouais, ça vient peut-être de son alimentation. Effectivement, il y a beaucoup d'apports cachés dans l'alimentation. Bien joué. Et donc, cette plaisantre-là, elle prenait beaucoup de fruits et de légumes. Et en fait, elle avait toute la différence, plus d'1 litre de différentiel dans sa vessie, dans son alimentation. Donc, en fait, voilà, on ne peut pas savoir, effectivement, si on n'a pas fait justement ce travail de qu'est-ce que je bois et comment je fais pipi. Les femmes qui prennent de la soupe le soir, et des fois c'est pas juste un bol de soupe, des fois c'est un saladier de soupe, voilà, forcément elles auront envie de faire pipi. Mais la soupe c'est pas un liquide, si en fait, si. Mais en fait, les femmes, quand on dit combien vous buvez, si on essaie de voir un petit peu comme ça, grosso modo, elles incluent jamais ce genre de liquide dans leur compte, en fait. Un yaourt, c'est 125 de liquide. Donc la femme qui boit 700 ml de soupe, 125 de yaourt, plus une petite tisane avant de se coucher, forcément, elle a plus d'1 litre d'apport rien que le soir, en fait. Et ça, pour la vessie, c'est pas forcément évident à gérer. Mais c'est pareil pour les hommes, c'est pareil. Ah oui, avec mon mari, avant, on prenait notre petite tisane, mais on allait tous les deux dans la nuit faire pipi tout le temps. Maintenant, on ne prend plus notre petite tisane. On la prend dans l'après-midi. Voilà. Et donc, effectivement, il y a quelques messages comme ça à retenir. Alors oui, effectivement, de manière générale, on fait pipi, on doit boire entre 1,5 litre et 2 litres par 24 heures. C'est variable en fonction des gens, c'est variable en fonction de la saison, de l'activité qu'on fait. C'est pas facile à savoir, mais nous, on peut vous aider justement sur ça dans la prise en charge. Une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il ne faut pas boire 1 litre le matin. Je ne bois rien dans la journée parce que j'ai trop peur d'avoir des fuites et j'ai trop soif le soir, donc je rebois 1 litre. En fait, ça, c'est pas bon du tout non plus pour la vessie. Ce qui est important, c'est de boire plutôt régulièrement par petites gorgées. Et quelque chose qui peut aider, voilà, c'est 4 à 6 gorgées par heure, voilà, avec sa bouteille, son contenant. Et si c'est pas de l'eau, ça peut être de la tisane, par exemple. Enfin, voilà, quelque chose qui fait plaisir. On verra qu'il y a des irritants pour la vessie qu'il faut éviter aussi. Et donc 4 à 6 gorgées par jour, ça permet déjà d'avoir un repère sur nos apports de liquide. Au niveau de faire pipi, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas bien. Donc la normale pour faire pipi, c'est 5 à 7 fois par jour. Donc essayez de vous rendre compte demain combien de fois j'ai fait pipi sur ma journée. Si vous faites pipi moins de 5 fois, effectivement, ça peut surdistendre votre vessie. Si vous faites pipi plus de 7 fois, vous allez mécaniquement distendre votre muscle de la vessie et donc avoir encore de plus en plus souvent envie de faire pipi, comme on l'a déjà dit. Faire pipi une fois la nuit, c'est normal, d'accord. Voilà, se lever une fois, c'est normal. Voilà, c'est à partir de 2 fois, et c'est quand ça commence à être 3 ou 4 fois que ça commence à être vraiment gênant pour le sommeil. Une chose qu'on donne aussi souvent et que nous on fait en tant que soignants. Je ne sais pas si vous le faites, Magali, mais il faut, quand on est très occupé à travailler, machin, les trucs à s'occuper des autres, on ne s'occupe pas de nous, on regarde l'heure. Ah là, il est 11h, j'ai fait pipi, ok, très bien. Donc à quelle heure je vais aller faire pipi? Parce que j'aurais toujours mieux à faire que de penser, que d'écouter ma vessie. Mais au moins, si ma tête, elle a imprimé l'heure à laquelle j'ai fait mon dernier pipi, je saurai que 3 à 4 heures après, même si j'ai pas l'envie, je vais faire pipi. Parce que de toute façon, elle se sera remplie, ma vessie. Donc je pourrais aller faire pipi 3 à 4 heures après. Donc regardez l'heure du pipi pour programmer le pipi suivant. Donc ça, c'est un truc qui est facile. Attends, j'ai pas fini. Éviter les pipis de précaution, ça on l'a dit, sinon on va rétrécir. Donc on a fait pipi une demi-heure avant, on va au sport, on refait pas pipi juste avant le sport. Voilà. Et donc, voilà, le marqueur de la bonne santé urinaire, c'est le volume qu'on va uriner sur les 24 heures. Faire pipi entre 1,5 litre et 2 litres par 24 heures, y compris les mictions, les pipis de la nuit, c'est a priori être bien au niveau de la vessie. Moi, j'ai plein de femmes qui font pipi 780, 1 litre par 24 heures. Donc, elle, on va lui dire, il faut augmenter vos apports de manière régulière, etc. J'en ai plein, au contraire, qui sont à 3 litres ou 4 litres par 24 heures. D'accord? Donc, voilà, on va travailler là-dessus parce qu'on aura beau donner des médicaments, on aura beau faire de la chirurgie, de la rééducation et du renforcement du périnée. Si on n'a pas travaillé sur le comportemental, comment on fait pour boire, comment on fait pour faire pipi, ce sera insuffisamment efficace. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire et on essaye de prôner ça, qu'on soit kiné, qu'on soit sage-femme, qu'on soit médecin, même médecin généraliste, et on essaye d'aller leur en parler, ou même effectivement infirmière Pierre pour donner des conseils aux parents. Et en fait, on peut tous éduquer, on peut tous informer, on peut tous donner des bons conseils. Une chose qui est intéressante, et ça m'est arrivé encore ce matin, c'est vrai que mes urines ne sont pas très claires. Bon. Alors, vous vous hydratez suffisamment? Ah non, sûrement pas. Voilà. Donc, regardez la couleur de ces urines, c'est intéressant. Quand on est bien hydraté, on a des urines jaunes, le deuxième jaune. Bon, quand c'est trop clair, évidemment, c'est peut-être un petit peu trop. Mais voilà, souvent, c'est plutôt, oh là là, je tire vers le orange foncé. Là, c'est sûr que vous n'êtes pas bien hydraté. C'est un truc simple.
hein, et on regarde son pipi à chaque fois pour voir son niveau d'hydratation. Et donc, ce qu'on n'a pas encore dit, qui était supposé dans ce que j'ai dit, on a dit qu'il y a de la régularité à avoir dans les apports de liquide dans la journée. Il y a aussi de la régularité dans l'émission. Il y a plein de femmes qui viennent en consultation, oh là là, j'ai des problèmes d'urgence urinaire, tout ça, machin. Comment vous faites pour faire pipi? Bah oui, je vais 6 fois le matin faire pipi, puis après j'y vais entre 7 heures du matin et midi par exemple, puis après le prochain pipi c'est 19 heures. Bah en fait ça va pas. La vessie elle aime bien la régularité. Et on va essayer de savoir mais pourquoi elle va faire 5 ou 6 fois pipi sur la matinée? C'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de quoi? Au niveau de ce qu'elle a comme apport, voilà, par exemple. Et donc, effectivement, il y a des irritants pour la vessie. Alors oui, il y a le café, vous le connaissez tous. Hein. Et donc, on va travailler là-dessus. Ça ne sert à rien de donner des médocs. Hein. C'est vrai que c'est plus facile de dire, je m'en fiche, je prends mon café, je suis bien, je prends un médoc, et puis voilà. Bah non, en fait. Ce ne sera pas suffisamment efficace. Donc, on va commencer à enlever la caféine du café, la théine du thé, pour voir ce que ça fait sur les symptômes. On n'est pas tous sensibles de la même manière à ces irritants de la vessie, mais on va essayer de les enlever pour voir si les symptômes s'améliorent. Et franchement, quand on a enlevé tous ces trucs et qu'on est vachement mieux, on se dit, voilà, on réfléchit pour réintroduire son petit café. Peut-être qu'on peut prendre du déca, peut-être qu'on peut prendre du déthéiné, par exemple. Chez les jeunes, on parlera beaucoup des sodas, boissons gazeuses, etc., coca, etc., machin, parce que oui, ça irrite la vessie. Le boisson gazeuse, le Perrier, tout simplement, ça aussi, ça peut irriter la vessie, parce qu'on ne sait pas bien comment ça marche, mais en tout cas, on sait que les boissons gazeuses, ça irrite la vessie. Les agrumes. Alors le matin, je prends 1 litre de thé, plus un bon grand verre de jus d'orange, en même temps, c'est peut-être pour ça que vous faites pipi 7 fois dans la matinée. Et c'est ça, en fait, c'est cette prise de conscience-là qui fait qu'on va... Et la modification de tout ça qui va faire qu'on va améliorer son comportement. Et c'est pas je muscle. C'est pas suffisant. C'est bien de le faire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et l'alcool, en particulier le vin blanc et les épices. Donc à Noël, évidemment, là, c'était... tout ça, voilà. Et donc les femmes qui adorent le champagne, j'en ai une, c'est pour ça que je l'ai vue il n'y a pas si longtemps. J'adore trop le champagne, vraiment, c'est vraiment dur. Soit vous êtes avec vos copains, vous prenez toute votre champagne, soit vous passez votre temps aux toilettes, soit vous en buvez moins et vous restez un peu plus avec vos amis, comme vous voulez. Voilà. Et donc, c'est bon à savoir. Et on l'a dit, il y a certaines situations comme l'eau, le froid, l'émotionnel aussi, qui déclenchent une contraction de la vessie et qui font qu'on peut avoir une fuite, et des fois des fuites très très importantes. Et donc on va travailler sur ça, on va anticiper. Je vais mettre les pieds dans l'eau parce que je passe dans le pédiluve, je sais que je peux avoir l'envie de faire pipi, je vais contracter mon périnée ou me conditionner pour pas avoir cette fuite au moment du pédiluve. Surtout si j'ai fait pipi, encore une fois, même 1 heure avant. On peut se conditionner. Alors, quelle est la meilleure consigne pour contracter son périnée? Là, c'est... Vous avez des idées? Oh, je vous laisse tout de suite la parole, Julia de Paris, allez-y. Alors, on vous avait fait quelques propositions, si ça peut vous aider. Il y avait serrer le vagin, retenir une envie d'uriner, retenir un gaz, contracter les fesses, contracter les abdominaux. Comment on fait pour contracter son périnée? Pas forcément d'idée. Je crois que l'heure tourne, alors j'enchaîne. Ouais. Eh bien, contracter son périnée, c'est simple comme retenir un gaz. Et finalement, il y a eu des études sur ce sujet pour savoir quelle était la consigne la plus efficace. La consigne la plus efficace, c'est quand on part de l'anus, pour une bonne et simple raison. Quand on regarde le périnée, mon assistante périnée préférée. Assistante périnée. Eh bien, on constate effectivement que l'anus, c'est ce qu'il y a au plus bas du plancher pelvien. Et donc finalement, ça va être la locomotive du périnée. Quand je vais retenir un gaz, finalement, je vais contracter mon anus et je vais embarquer tous les autres muscles du périnée. Et c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour la femme. Et si je dis à un homme, monsieur, serrer le vagin, il va forcément pas comprendre ce qu'on lui explique pour contracter son périnée. C'est pas très compréhensible. Par contre, tout le monde va comprendre, faire comme retenir un gaz. Et encore une fois, en femme, la plus grosse partie de la masse musculaire, elle est à l'arrière. Donc ça marchera mieux. Voilà. Et effectivement, quand on regarde attentivement ce plancher pelvien, on constate qu'effectivement, autour de l'anus, la masse musculaire périnéale est plus importante. Donc, on vous a proposé une petite animation vidéo pour voir ce qui se passe quand justement une femme va faire la contraction périnéale. Et bien, on va lui demander de retenir un gaz. Déjà, on vous a schématisé la forme du périnée, un peu comme une selle de vélo. Vous avez tout en haut le clitoris, ensuite le méa urinaire, l'orifice urinaire, ici le vagin, et tout en bas. Attendez, pardon, excusez-moi, c'était pas le bon bouton encore une fois. Donc cette fois, c'est bon, je relance. Ah non, c'est pas celle-là. Comment je fais? Tu retournes et tu reviens, tu retournes sur celle d'avant. Hop, je retourne et j'appuie qu'une fois et c'est bon.
Donc cette fois-ci, nous avons notre selle de vélo, petit cours d'anatomie, le clitoris, le méa urinaire, le vagin chez la femme. Et ici, vous avez l'anus. On va lui demander de faire comme si elle voulait retenir un gaz. On va voir que l'anus va se rentrer, il va monter, parce que le mouvement du périnée, c'est un mouvement qui va vers le haut. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand elle contracte son anus, on voit que le vagin se referme et on voit le tuyau des urines, ici le méa urinaire, hop, va être comprimé. Et donc finalement, quand je vais retenir un gaz, je vais pouvoir aussi retenir une envie de faire pipi, parce que ça va embarquer tous les autres muscles du périnée. Et donc après, on va pouvoir travailler cette contraction. Donc là, c'est déjà de comprendre comment on peut le contracter, mais on va pouvoir aussi après travailler l'endurance, etc. Et chez l'homme, c'est pareil, hein, parce qu'on retrouve aussi la fameuse selle de vélo, et puis le point le plus bas du périnée chez l'homme aussi, c'est l'anus. On ne va pas voir forcément le vagin qui se ferme, mais on va voir le scrotum qui monte quand l'homme va faire aussi la contraction périnéale. Donc cette contraction périnéale, elle se travaille aussi en rééducation pour les hommes. Ce qui est drôle, c'est que je pense que tout le monde l'a fait là dans la salle. Là, alors tout le monde a retenu un gaz. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de sentir. Normalement, quand on retient un gaz, on sent que l'anus remonte. Et chez la femme, elle va sentir effectivement que le vagin va se refermer. C'est le signe que vous avez. Si vous avez réussi, vous avez ressenti ça, eh bien, vous avez fait une bonne contraction périnéale. D'accord ? C'est pas toujours évident parfois du premier coup, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler et on peut s'entraîner. Et donc la contraction du périnée, normalement, c'est automatique et c'est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que cligner des paupières, on ne s'en rend pas compte. Et bien, quand vous contractez votre périnée, tout au long de la journée, votre périnée se contracte plusieurs fois sans que vous en ayez conscience. Et même quand vous voulez éternuer ou que vous allez faire un effort, eh bien, votre cerveau va anticiper l'effort et il y aura normalement une contraction périnéale automatique quelques microsecondes avant l'éternuement, avant le rire ou avant l'augmentation de l'hyperpression, enfin l'augmentation de la pression abdominale. Donc c'est hyper bien fait puisque nos abdos et notre périnée vont aussi se parler. Et donc, ça va anticiper l'effort. Mais parfois, cette anticipation, elle se perd avec le temps, avec le vieillissement. Et bien, cette anticipation, elle n'est plus là. Parce que normalement, quand on n'a pas de problème, quand on n'a pas de fuite urinaire, quand on va bien, qu'on n'a pas de descente d'organes, etc., on n'est pas obligé de conscientiser son périnée. On n'est pas obligé de se dire, tiens, je vais le muscler, je vais le bodybuilder, je vais le contracter. Non, quand tout va bien, parce que cette contraction, elle se fait naturellement et automatique. C'est quand on va commencer à voir les symptômes qui vont apparaître, on peut se dire, tiens, maintenant, cette contraction périnéale, il va falloir que je la réautomatise, il va falloir que je l'anticipe, il va falloir que j'anticipe les efforts pour éviter les symptômes. Et donc, on peut retravailler cet automatisme en travaillant sur la contraction périnéale. Et je crois que voilà. Et donc, juste rapidement, pour la contraction périnéale, comme je vous le disais, pour les efforts pneumatiques, le rire, la toux, l'éternuement, il va falloir arriver à travailler cette contraction, il va falloir qu'elle soit rapide. C'est-à-dire qu'il va falloir bien maîtriser son périnée pour pouvoir anticiper l'éternuement qui va arriver en quelques secondes. Et donc, on va travailler la vitesse en rééducation et puis la coordination pour anticiper la toux, l'éternuement et le rire. Quand je vais faire un soulèvement de charge lourde et que, par exemple, mon saut de serpillière, là, je vais le monter au premier étage pour faire le ménage au premier étage, eh bien, tout le temps où je vais avoir cette charge à porter, il va falloir que mon périnée soit endurant, qu'il arrive à maintenir cette contraction pendant plusieurs secondes. Donc, cette endurance aussi, ça se travaille. On a dit que c'est un complexe musculaire. Donc, comme tout muscle, on peut l'entraîner et on peut le rééduquer. Et on peut aussi travailler la coordination. Il y a des sportifs qui viennent en rééducation et elles refont leurs gestes sportifs avec le club de golf, parce que c'est au moment de taper dans la balle qu'elles vont avoir une fuite. Elles viennent avec leur club de golf et on peut voir comment on peut arriver à coordonner le mouvement, la contraction, la vitesse, etc. pour limiter les symptômes. Donc la clé, c'est l'anticipation. Et donc, quelques mots pour la conclusion. Conclusion. C'est ce qu'on vous a dit, hein. La majorité de nos comportements urinaires, défécatoires, c'est-à-dire comment je vais faire pipi, comment je vais faire caca, c'est largement influencé par notre environnement et par des considérations sociales. Et donc finalement, des fois, rééduquer son périnée, c'est juste remettre un peu de physiologie dans tout ça et retrouver des comportements qui sont vraiment physiologiques pour notre vessie et pour notre périnée ou pour notre système digestif. Et ces mauvais comportements, finalement, qui sont contre-physiologiques, peuvent entraîner un dérèglement et un dysfonctionnement de notre plancher pelvien. Et finalement, c'est juste les comportements. Et c'est pour ça que la rééducation, c'est une grosse partie de comportemental. C'est pas que du musculaire. Si on a un périnée hyper musclé, bodybuildé, mais qu'on ne sait pas l'utiliser, ça sert à rien. Et donc, modifier aussi, travailler sur déjà mieux comprendre son anatomie, modifier ses comportements, c'est déjà les premiers pas de la rééducation. Et c'est parfois, souvent, juste suffisant pour traiter les symptômes.
Et c'est pour ça qu'on voulait vous faire part aujourd'hui de ces conseils comportementaux. C'est de la prévention primaire, parce que si vous n'avez pas de symptômes encore, et c'est ce que je vous souhaite, vous pouvez déjà mettre en place tout ça pour éviter d'en avoir l'âge avançant. Et pour ceux qui en ont déjà, parce que c'est tellement fréquent, vous l'avez vu, déjà si en changeant vos comportements, vous verrez parfois que vos symptômes peuvent s'améliorer spontanément. Et le mot de la fin pour Anne-Cécile ? Donc voilà, donc depuis que je suis à Poitiers, que je travaille avec Julia et que je vais travailler maintenant avec Magali plus, je pense. On fait de la promotion à la santé périnéale, donc un sujet tabou, un sujet peu connu, un sujet qui mérite à être connu vu toutes les fonctions et l'importance du périnée chez la femme et chez l'homme. Nous, on voudrait faire aussi bien que les dentistes. On sait qu'il faut se laver les dents 2 fois par jour pour éviter les caries. Les caries, c'est 30% des gens. Il y a un plan national de prévention en santé bucco-dentaire. Les troubles du périnée, c'est 40 à 50% des femmes. Bon. Altération de la qualité de vie majeure. Voilà. Par contre, on ne sait pas comment en prendre soin. Il n'y a pas de plan de prévention sur la santé périnéale et on rêve de ça, nous. Donc, oui, alors chez le dentiste, il y a des consultations gratuites, même pour les enfants et tout. Oui, c'est ça, mais c'est de se dire, nous, on voudrait faire comme eux, on sait comment prendre soin de sa santé bucco-dentaire, on ne sait pas comment prendre soin de son périnée. Donc voilà, notre objectif, c'est ça, peut-être dans les 20 ans à venir, de développer cette promotion à la santé. Et donc, vous l'avez effectivement dans votre petite pochette. On a fait justement sur notre site Périnéduc, là, périnéduc.fr, et vous pouvez trouver les 10 commandements du périnée qui vous rappelleront justement une partie des choses qu'on vous a dites ce soir. Voilà, merci. Alors, oui. Je vous vois, monsieur, je vous vois. Parce que c'est vrai qu'il est 20h20. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, la plupart des gens sont restés. Donc, c'est que ça vous intéresse. Alors, je vais prendre une question quand même, ou peut-être deux s'il y en a une deuxième. Mais monsieur, là-bas, avec les lunettes, a une question, et je pense qu'on peut la garder. Ce n'est pas tellement une question, c'est une information. D'abord, merci à Anne-Cécile et à toute l'équipe qui a présenté ces travaux ce soir. Mais c'est surtout les femmes qui ont posé des questions. Il y avait quand même des hommes dans la salle. C'est bien, et ça, les hommes sont aussi victimes d'incontinence par ailleurs. Et donc, nous avons déjà organisé au CHU le 26 septembre une demi-journée sur l'incontinence. Et on en propose une autre, ça sera à Mignaloux, le lundi 17 mars, avec Anne-Cécile et d'autres, donc à cheval sur la journée, de 10h à 17h. Ça se passera où ? À Mignaloux-Beauvoir, la salle des Maniales. Salle des Maniales ? Ok, génial. 17 mars. Ça, c'est noté. Et au fond, là-bas, monsieur ? Bonsoir, merci beaucoup. Vu qu'il fallait poser une question de la part d'un homme, je la pose. Moi, mon ennemi public numéro 1, moi, je suis prof de PS et je me bats contre les abdos compressifs et donc les fameux crunch. Donc ma question, c'est est-ce que déjà, dans un premier temps, pour les élèves, est-ce que retenir un gaz, c'est déjà la première solution ? Et après, deuxième solution, quelle serait-elle ? C'est effectivement se dire est-ce que faire ces abdos type crunch, est-ce que c'est bien ou pas. Effectivement, dès qu'il y a un raccourcissement du tronc, en fait, il y aura forcément un gonflement du ventre et ça, on le voit quand on fait ces abdos. S'il y a ce gonflement du ventre, ça veut dire qu'il y a une hyperpression abdominale et donc un impact sur le périnée. Est-ce qu'on peut faire donc du coup effectivement ces abdominaux pas en raccourcissant le tronc, peut-être en faisant venir les jambes vers soi, ou d'autres manières aussi, les abdos hypopressifs, par exemple, dont vous avez dû déjà entendre parler. Ce qu'il faut surveiller pendant que les jeunes font leur série, c'est est-ce qu'ils font comme ça, ils se mettent en apnée, ou est-ce qu'ils respirent ? Il faut les faire respirer, parce que dès qu'on fait un effort, on a tendance à se mettre en apnée. On a dit l'apnée, c'est pas bon, ça appuie, donc déjà ça en moins. Et puis, oui, introduire, mais c'est là où c'est toute la subtilité de se dire oui, ce serait bien, et à travailler avec des profs de PS aussi, on en rêve, nous. Voilà, essayer d'introduire ça, effectivement, de prendre conscience du périnée et de savoir qu'effectivement comment ça marche, connaître mieux son anatomie de manière générale, de toute façon, qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon. Voilà, la constipation chez les garçons, j'ai 3 garçons, moi. Voilà. Introduire cette contraction périnéale, ça peut être utile, mais c'est peut-être pas si facile à percevoir, c'est un peu tabou, etc. Donc se dire déjà peut-être modifier le geste sportif, est-ce que c'est possible, comment c'est possible, et puis introduire la respiration. Il faut respirer,
Franchement, mon fils, il fait ces trucs, il se met en apnée tout le temps. Je dis, mais respire, respire. T'as toujours pas compris depuis le temps que je te le dis. C'est ça. Lycée Victor Hugo. On va... Ouais. Christine, est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Ok. Une dernière, après on arrête. Non, on n'a pas beaucoup parlé des hommes. La question, est-ce qu'il y a une interaction entre le périnée et l'évolution de la prostate au cours des années? Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut penser? Alors, chez l'homme, effectivement, les troubles urinaires, quand même, surviennent effectivement plus tôt, l'âge avançant et au moment où la prostate commence à grossir. L'homme n'est pas que prostate, hein, évidemment, mais voilà, quand même, globalement, c'est au moment où, vers 50, 60 ans, vous avez vu, hein, d'ailleurs, où il commence à y avoir des hypertrophies un petit peu de la prostate qui va y avoir, effectivement. Alors là, ça va être une obstruction, hein, puisque le truc, il prend de la place, il gonfle, il grossit, il comprime les voies urinaires, et donc souvent, c'est plutôt des problèmes de vidange de la vessie. Et quand on est opéré de la prostate, là, on va effectivement essayer d'aller racler un petit peu la prostate ou l'enlever complètement. Et là, on aura plutôt des problèmes d'incontinence, effectivement, parce que la prostate entoure aussi le sphincter urinaire chez l'homme. Et donc, il peut y avoir des troubles urinaires, des fuites urinaires après la chirurgie de la prostate. C'est là où on peut se dire, OK, comment je peux utiliser mon périnée pour limiter mes troubles liés à ma chirurgie de la prostate ou à ma prostate. Bon, cette fois, on va arrêter là. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toutes les trois, merci à Justine Vernet qui était en ligne. Alors, vous avez les 10 commandements du périnée dans votre pochette. Il y a le site périneeduc.fr. Merci beaucoup de votre attention. Le prochain rendez-vous, c'est la musicothérapie. C'est le rendez-vous, c'est le 17 avril. Et n'oubliez pas d'adhérer à Mendes France, parce que déjà, ça vous fait des réducs sur les prestations, sur les rendez-vous payants. Mais aussi, c'est un acte militant, parce que Mendes France est une association et ça lui permet de mieux vivre. Voilà, le message est passé. Bonne soirée à vous.